Bonjour à toutes et bienvenue. Très heureux de vous accueillir pour cet événement. C'est la nouvelle édition du baromètre de l'absentéisme et de l'engagement signé Aiming et H2R La Mondiale. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour 2 heures de direct avec des révélations par rapport aux résultats de ce baromètre qui est aussi un outil indispensable pour vous toutes et tous qui nous suivez, qui êtes des acteurs et actrices de la fonction RH pour avancer sur ces sujets d'engagement. On va y revenir d'ici quelques secondes. Des invités experts qui justement réagiront à ces résultats et qui partageront avec nous leurs points de vue, leurs ambitions et puis aussi les stratégies qu'ils ou elles mettent en place. On va commencer tout de suite avec nos 2 invités, Denis Blanc et Isabelle Hébert, pour ouvrir ce 15e baromètre. C'est parti. Et je vous souhaite la bienvenue. Deux invités, et non des moindres, qui sont avec nous ce matin. Isabelle Hébert, membre du comité de direction en charge de la distribution omnicanale et de la relation client pour H2R La Mondiale. Bonjour Isabelle. Bonjour Frédéric. Merci d'être là. Directeur général de Aiming, fidèle au poste, Denis Blanc. Bonjour Denis. Bonjour Frédéric, bonjour Isabelle. Merci à vous deux d'être avec nous. Baromètre, Denis, qui est devenu au fil du temps une vraie référence, je le disais en ouvrant cette émission. Et au-delà de l'éclairage unique qu'il offre, c'est un outil au service des équipes RH. Alors, coup de projecteur, 15e anniversaire, on n'a pas tous les jours 15 ans, sur ce qui fait son originalité. Ah oui, 15 ans déjà, ça fait 15 ans que nos experts étudient le baromètre de l'absentéisme et de l'engagement en France. Alors, cette expérience accumulée leur a permis de constituer un benchmark national unique. Et nous avons été les précurseurs dans l'analyse de l'évolution de l'absentéisme en France. Et le constat est sans appel. En 15 ans, l'absentéisme a doublé en France. Tout le monde s'en parle du sujet, beaucoup de chiffres sont publiés. En parler, c'est bien. Agir avec des plans d'action précis, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça tombe bien, c'est exactement l'ADN d'Aiming. Alors, cette 15e édition souligne surtout une évolution structurelle généralisée dans tous les secteurs d'une augmentation de l'absentéisme. Mais la nouveauté, c'est que 2 indicateurs se dégradent. À la fois le pourcentage de personnes concernées par au moins une absence dans l'année, mais également la durée moyenne d'absence. Alors, l'absentéisme, ça représente un coût faramineux pour les entreprises. À la fois un coût direct, c'est facile à calculer, puis des coûts indirects, plus insidieux, plus difficiles à calculer, sur lesquels nos équipes sont là pour vous accompagner. L'absentéisme, mais également l'attractivité, est devenu un défi essentiel pour les entreprises dans un contexte où elles ont à la fois du mal à recruter et à fidéliser leurs effectifs, dans un contexte, vous l'avez vu, où le chômage est en baisse, la pénurie de main-d'œuvre est généralisée également dans tous les secteurs. Guerre des talents, on peut le dire. Une guerre fratricide, ouais, oui, tout à fait. Et en fait, cet état de fait que les collaborateurs sont donc dans une situation qui leur permet à la fois d'être beaucoup plus exigeants et puis sont devenus beaucoup plus mobiles. En fait, on est passé d'un monde où la sélection dominait à un monde de séduction. C'est vrai. Alors, ces mouvements de personnel qui sont développés depuis ces dernières années, ils continuent à s'amplifier et on peut constater, par exemple, que 45% des salariés qui ont jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise souhaitent à nouveau changer de situation professionnelle et principalement par des mobilités externes. Alors, l'absentéisme, il est multifactoriel, il est intimement lié aux mutations du marché et il n'existe donc hélas pas, je suis désolé de vous décevoir, de solution universelle à ce problème complexe. Chaque entreprise est unique avec ses défis, son organisation du travail, ses politiques RH. Et dans un monde où du travail qui change, le salariat évolue, le rapport au travail évolue très vite et il évolue encore plus vite pour les jeunes générations. Il est donc urgent de changer à la fois notre regard et nos pratiques RH. Alors, avec ce baromètre de l'absentéisme, qui est à la fois un instantané et une prise de recul que nous souhaitons éclairant et inspirant pour les professionnels RH, nous avons souhaité apporter cette année un éclairage particulier sur l'attractivité et la fidélisation des talents dans l'entreprise. Nous avons analysé le rapport au travail comparé aux pratiques RH de ces 5 dernières années. Mais surtout,
Nous voulons qu'il alimente vos réflexions pour des plans d'action sur mesure, pour lesquels nos équipes sont là également pour vous accompagner. Merci Denis, on le voit, hein, la prise de recul, le poste d'observation que constitue ce baromètre est clé pour vous qui nous suivez. Isabelle, merci d'être avec nous encore une fois. Baromètre unique, on le disait, pour lequel votre contribution est précieuse. Hein. Alors c'est vraiment un baromètre unique et chez AG2R La Mondiale, on est ravis d'y contribuer aux côtés d'Heming. Je commence un peu sur la méthode parce que pour qu'une bonne enquête et une bonne étude soient crédibles, il faut commencer par la méthode. Ouais. Je rejoins complètement Denis, et pour AG2R La Mondiale, qui protège une entreprise sur 4 en France et qui est vraiment leader sur le champ de la protection sociale et patrimoniale, c'est un sujet majeur. Je pense que ce qu'on apporte à ce partenariat très fort, c'est notre expertise et aussi nos bases de données en prévoyance collective, bases de données qui permettent d'apporter au baromètre des données qui sont nombreuses et qui sont robustes. Et plus il y a de données, plus elles sont robustes, plus l'analyse est pertinente et plus on va avoir de perspectives. Le baromètre, il est ancien, et là, ancien, c'est bien, parce qu'il y a une assiette large de données qui sont évidemment anonymisées, et plus on a d'ancienneté, plus on peut avoir des perspectives pertinentes, parce que voilà, ils sont apparus beaucoup d'autres études, on va dire plus ponctuelles, mais nous, avec 15 ans de recul, on peut voir les tendances, ce qui apparaît, ce qui disparaît, ce qui réapparaît, on peut avoir cette perspective. Donc ça, c'était un petit peu sur le champ de la méthode. Et maintenant, si on regarde les résultats, évidemment, sans aller dans la révélation de quoi que ce soit qu'on décrira tout à l'heure avec tous nos intervenants, moi, mon premier étonnement, et je pense mon étonnement constant depuis maintenant quelques années, c'est que l'absentéisme, il a encore progressé. Dans le contexte de l'après-Covid, on avait tous un peu imaginé que l'absentéisme ferait une stabilisation, une légère inflexion. Et non, en fait, ça continue à progresser. On rêvait, je ne sais pas si on rêvait, mais on pensait à revenir au monde d'avant. C'était notre expression. Et puis, c'est pas le cas. Le nombre d'arrêts maladie sur les 10 dernières années, il a augmenté de 40%. C'est vraiment un truc énorme. Et comme Denis l'a souligné, absentéisme égale coût, avec presque 9 millions d'arrêts de travail prescrits pour un coût uniquement sur la partie assurance maladie de 14 milliards d'euros. C'est très très important. Et notamment autour des populations un peu plus vieillissantes dans le cadre des entreprises de la population active. Sur les 20 dernières années, les travailleurs de plus de 50 ans ont presque doublé. Et ça n'est pas sans avoir un impact sur l'absentéisme. Et évidemment, on peut anticiper que tout le processus autour de la réforme des retraites et de l'évolution du travail dans l'entreprise auront d'autant plus d'impact. Donc ça, c'était sur la réflexion vraiment data-driven, étude quantitative. Et on a aussi fait avec Heming une étude plus qualitative, justement pour aller poser des questions finement sur l'impact de l'allongement de la durée de vie professionnelle sur l'engagement des collaborateurs. Parce que est-ce qu'il s'émousse au fil du temps, quoi. Et on l'a dit vraiment aujourd'hui, on parle absentéisme et engagement, les deux mots sont vraiment connectés. Et pour nous, cette enquête chez AG2R La Mondiale, c'est un rendez-vous annuel, c'est important, un temps fort, sur lequel ça nous donne l'opportunité de parler diagnostic stratégique avec nos clients. Voilà les données, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quels sont vos plans d'action, comment on peut travailler ensemble pour trouver des pistes d'amélioration. Et c'est vrai que on l'oublie parfois, la santé des entreprises françaises, elle dépend grandement de la santé de leur capital humain et donc de leurs salariés. Si les salariés vont mal, les entreprises vont mal. Et dans un contexte économique, on va dire, chahuté, où beaucoup d'enjeux sont perturbateurs pour les modèles économiques des entreprises, c'est important de garder l'œil sur l'absentéisme parce que c'est une composante forte de notre compétitivité en tant que pays et des équilibres géo et économiques. Et donc c'est pour ça que chez AG2R La Mondiale, on est convaincu que c'est très important. Merci Isabelle. Effectivement, à la fois un instantané et puis également une mise en perspective. Alors on le voit, vous l'évoquiez entre les lignes, un monde du travail qui évolue, un rapport au travail aussi qui évolue. Les tendances et les changements que vous percevez, Denis, quels sont-ils ? Oui, le monde du travail subit des mutations profondes avec principalement des facteurs qui peuvent l'expliquer, comme la révolution technologique avec en plus l'apparition d'intelligence artificielle qui va en augmenter les effets, l'évolution des modes de consommation, les conséquences de la pandémie mondiale et le changement climatique. Mais surtout,
le rapport au travail est devenu de plus en plus individualisé et hétérogène. Et l'engagement et la fidélisation va se jouer à des moments clés du parcours professionnel, principalement dans les premières années. Alors, ces phénomènes ont des implications très concrètes pour les managers et les professionnels RH qui doivent absolument s'adapter à ces nouvelles réalités. En fait, pour faire simple, il faut sortir absolument d'une vision uniforme et linéaire de la carrière, du mode je recrute, je forme, j'ai une carrière et je prends ma retraite. C'est terminé. C'est terminé. Alors, comment faire ? Il faut des approches beaucoup plus flexibles et adaptées à chaque génération, mais bien plus que ça, en fait. Il faut s'adapter à chaque étape clé de la carrière du collaborateur, surtout pour faire de sa carrière une expérience collaborateur individuelle réussie. Et ça commence dès la description de poste et la phase d'onboarding, avec une attention particulière sur la cohérence entre la description de poste et la réalité du poste. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était rentré dans un monde de séduction. Une fois séduit, il y a une chose que le collaborateur n'acceptera pas, c'est d'avoir été trompé. Ouais, c'est comme dans toute relation. Si la mariée est trop belle, après, on est déçu. Isabelle, on le voit, un contexte mouvant, des enjeux très nombreux pour les entreprises. C'est vrai, les modes de travail, Denis le disait, se transforment à une vitesse inédite. Alors évidemment, on est tous très ancrés, focalisés sur le sujet du télétravail, mais le télétravail, c'est une composante de cette mutation. C'est aussi le développement de nouveaux process par des démarches lean. C'est aussi les méthodes agiles entre les équipes informatiques et les équipes business et le design thinking. Il se passe plein de choses dans l'entreprise, on ne travaille plus de la même façon. Et les grands maîtres d'œuvre du capital humain que sont les DRH doivent être hyper multitâches. Il faut qu'ils puissent recruter des nouveaux talents, mais aussi les garder, les fidéliser, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir recruté des gens de talent qui ensuite partent trop rapidement, faire évoluer les compétences, réinventer les dynamiques managériales, et tout ça dans un environnement serein qui favorise le bien-être et la santé mentale. Donc vraiment un métier nouveau pour toute la fonction RH. Et peut-être, si on se focalise, Frédéric, vous disiez enjeux nombreux, enjeux nouveaux. Moi, il y en a un qui me frappe particulièrement sur ces dernières années. C'est celui de l'incursion de la santé mentale, à la fois dans la vie personnelle des Français et dans la culture française et dans la vie professionnelle. J'ai vécu un certain temps aux États-Unis dans les années 90 et 2000, et le sujet était, on va dire, très courant, très accepté. Ce n'était pas le cas en France. Aujourd'hui, on voit qu'en France, il est devenu un sujet central, et tout spécialement après le Covid, et que c'est une tendance très importante à avoir en tête quand on parle absentéisme, parce que ça peut faire des effets cumulés. Et au-delà des modes de travail, les gens au travail, nos collaborateurs, ont des comportements et des attentes qui changent fortement. Et pendant un temps, on s'imaginait peut-être que c'était juste certains collaborateurs dont les attentes et les comportements changeaient. Maintenant, en fait, c'est vraiment tous les collaborateurs, les jeunes, les moins jeunes, les managers, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont beaucoup d'ancienneté, ceux qui n'en ont pas beaucoup. Et pour chacun d'entre eux, ils ont une attente individualisée, pour reprendre la formule de Denis, et ça, c'est une évolution qui est, significative, et deux, vraiment irréversible. Et ça, c'est un défi majeur pour nos équipes RH et une sorte de terrain inconnu. Le rapport de force a changé, clairement. On en parlait avec Denis, Isabelle. Oui, alors c'est même le fait de parler de rapport de force entre les salariés et les candidats dans le contexte du marché du travail et les employeurs a beaucoup évolué, et dans un contexte évidemment où le chômage est plutôt en décrue, donc la tension n'est plus la même, et pour les DRH, mais au-delà des DRH, pour les directeurs généraux qui doivent mettre ces sujets-là vraiment au centre de leur stratégie. Il faut réfléchir différemment, la marque employeur, les programmes d'employee benefits, les propositions de trajectoire de carrière. Et l'entreprise en tant que telle devient une sorte d'écosystème nouveau, et le travail est un peu un mode nouveau. Et dans les aspirations de nos collaborateurs, encore une fois, qu'ils soient plus jeunes ou moins jeunes, et qu'ils soient hommes, femmes, ils ont des aspirations aussi d'inspiration. Et la politique RSE n'est plus une composante séparée de la politique RH. On travaille tous à définir nos raisons d'être, et nos collaborateurs ou les prospects qui nous rejoignent, ils sont aussi attentifs aux raisons d'y croire. Est-ce que je peux croire
à votre raison d'être. Est-ce que vous ne m'avez pas juste séduit ? Oui, voilà, cette histoire de tromperie. Denis, ce qui fait le caractère unique et l'utilité de ce baromètre, c'est effectivement cette analyse non figée, cette évolution. Et justement, en parlant d'évolution, nouvelle édition et nouveaux indicateurs pour de nouveaux leviers. Effectivement, heureusement, il évolue et il évolue au rythme de l'évolution du monde du travail et de l'environnement RH. Alors, cette année, nous avons voulu apporter un éclairage particulier à la prévention de l'absentéisme. Le but, c'est d'agir beaucoup plus efficacement sur la fidélisation des talents dans l'entreprise. Nous avons souhaité apporter un éclairage RH nouveau en zoomant sur certaines étapes clés du parcours professionnel des personnes nouvellement arrivées dans l'entreprise. Objectif, cerner les motifs d'absence, comprendre l'augmentation du turnover avec une approche beaucoup plus individualisée. Alors c'est un joli teasing ça, Denis. Le nouvel indicateur, quel est-il ? La polyabsence. Alors, c'est un terme un peu abscon, je vous rassure, il n'y a rien de rocket science derrière ça. Il s'agit de s'intéresser aux personnes qui ont eu plusieurs absences différentes au sein de l'année. Les équipes en parleront très bien tout à l'heure. Mais il est hyper intéressant de regarder qu'à l'intérieur de cette sous-population, tous les indicateurs se dégradent, que ce soit la motivation, la capacité à recommander l'entreprise, la capacité à se projeter dans l'entreprise. Et plusieurs facteurs peuvent contribuer à expliquer cette évolution et nous avons analysé leur corrélation entre les problèmes de santé chronique, l'insatisfaction au travail, la démotivation. C'est autant de signes avant-coureurs d'une absence qui peut basculer dans la longue durée, voire la très longue durée. Alors, au-delà de la polyabsence, on a également souhaité scruter la perception des collaborateurs dans la phase d'onboarding. Et on constate que près de la moitié d'entre eux ne se projettent pas au-delà de 4 ans dans l'entreprise. Et c'est encore plus vrai pour les moins de 30 ans. Alors, on parle d'engagement, mais c'est aussi notre engagement vis-à-vis de vous alerter sur les mutations émergentes qui pourraient avoir un impact important sur l'augmentation du turnover. Le but, c'est de vous donner les clés pour améliorer l'intégration des collaborateurs, favoriser leur engagement, donner du sens et surtout les aider à construire leur projet dans l'entreprise. Voilà, vous accompagnez, vous et vos collaborateurs. Isabelle, pour terminer, on parle beaucoup de la fameuse UX, l'expérience utilisateur, on est en plein dedans. Alors, si je prends ma casquette marketing, c'est vrai que les entreprises, quelle que soit leur industrie ces dernières années, ont pris comme indicateur clé le NPS, le taux d'effort, très axé, expérience client, réenchanter le parcours du client. Ambassadeur, détracteur. Voilà. Et donc, le client. Et puis, en même temps, c'est aperçu que c'était nécessaire d'avoir une symétrie des attentions et qu'on ne pouvait pas attendre une attention particulière au client s'il n'y avait pas une attention particulière aux collaborateurs. Et finalement, progressivement, on s'aperçoit que le taux d'absentéisme n'est pas indépendant de la capacité à enchanter le client et au baromètre de la température client dans l'entreprise et qu'il y a un lien fort entre absentéisme client et absentéisme collaborateur. Le client dit si le collaborateur n'est pas là, moi je ne vais pas rester non plus. Ça n'a pas de sens. Et il faut être vraiment attentif à ce lien entre taux d'absentéisme et Net Promoter Score et satisfaction client. Moi, il y a un autre mot un petit peu barbare que je voudrais ajouter à notre liste pour ce matin avec Denis, c'est le présentéisme. L'absentéisme, on voit bien ce que c'est. Le présentéisme, c'est courant dans beaucoup de contextes, dans beaucoup d'entreprises. Le collaborateur est là, il est présent, il n'est pas absent, mais il n'est pas complètement présent à son travail et pleinement engagé, d'où vraiment dans notre baromètre absentéisme et engagement. Le présentéisme, ça a aussi un impact sur la santé du salarié, mais aussi sur la santé de l'entreprise et sur sa productivité. Et absentéisme et présentéisme touchent toutes les entreprises. Ne pas croire qu'il n'y a que les grandes entreprises anciennes et traditionnelles qui connaissent l'absentéisme. Les start-up, les entreprises en construction, quels que soient les secteurs d'activité, encore une fois, quels que soient les publics salariés, on constate de l'absentéisme. Comment on fait, Isabelle ? Pour qu'une stratégie soit efficace, il faut avant et surtout que ce soit en haut du tableau de bord du dirigeant. Que le taux d'absentéisme, ça ne soit pas juste un petit indicateur qu'on regarde, mais au cœur des discussions des comités exécutifs. Et par le biais des tables rondes qu'on aura juste après, on verra comment, au cœur de la stratégie d'une entreprise, on peut réenchanter les parcours des collaborateurs et sans dévoiler les interventions non plus. Remarquez que de plus en plus de nos entreprises clients nous disent lancer des baromètres d'engagement et en même temps nous demandent des bilans annuels de prévoyance collective. Et donc je me dis que ça, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a sans doute un lien entre engagement et arrêt de travail.
Un mot pour conclure. D'abord vous, Isabelle, en 30 secondes. Alors moi, mon mot, ça va être engagement. D'abord, engagement ensemble avec Denis autour de ce baromètre qui a 15 ans. Engagement autour de nos clients sur la santé de leurs salariés et la santé de leurs entreprises. Et puis, engagement de nos clients et des entreprises françaises auprès de leurs collaborateurs pour assurer l'engagement client. Voilà, et engagement avec votre présence régulière chaque année, Isabelle. Merci. Exactement. Denis? Pour moi, ce sera plaisir. Je voudrais terminer en parlant du plaisir que les équipes ont eu à constituer ce 15e baromètre de l'absentéisme et de le faire évoluer. Le plaisir qu'on a eu à travailler avec AG2R La Mondiale en soulignant à la fois la solidité de leurs données, mais leur fine compréhension également du monde du travail. Mais je vous invite surtout à présent à découvrir les chiffres clés nationaux et les analyses de cette 15e édition avec les tendances étudiées par nos experts, mais également les différents regards de nos invités, experts et influenceurs RH, que je remercie pour leur présence et leur contribution. Merci Denis, merci Isabelle. Alors, ça se veut interactif puisque nous sommes en direct. Merci de nous suivre pour cette 15e édition du baromètre Aiming AG2R La Mondiale. Un petit sondage. Vous allez dans l'onglet sondage et on vous pose une question toute simple. Une fois que vous serez sur l'onglet, elle s'affichera. Comment a évolué l'absentéisme dans votre entreprise en 2022 ? Est-ce qu'on est plutôt en baisse ? Est-ce qu'on est plutôt en stabilité ou est-ce qu'on est plutôt, comme commençaient à nous le révéler nos deux invités, en hausse? Ou alors, autre réponse, je ne sais pas. Vous votez, voilà, comment a évolué l'absentéisme dans votre entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité. Et réponse d'ici quelques minutes, une fois les votes que vous aurez donnés révélés. Merci encore, ça a fait un très joli teasing pour les résultats. Vous les attendez toutes et tous. Les voilà, les résultats. Nous sommes toujours en direct avec vous qui nous suivez pour ce 15e baromètre Aiming AG2R La Mondiale de l'absentéisme et de l'engagement. Ils viennent de nous rejoindre. Il est directeur de la transformation performance RH pour Aiming, Christian Vérac. Bonjour Christian. Bonjour Frédéric. Merci d'être là. Consultante senior, toujours là, ressources humaines pour Aiming. Sidonie Tullars. Bonjour Sidonie. Bonjour Frédéric. Alors les résultats du baromètre, tout d'abord, on en parlait avec Denis et avec Isabelle, le baromètre tient son originalité, parce qu'on a en fait deux études en une, Sidonie. Ouais, effectivement, comme chaque année, notre baromètre de l'absentéisme Aiming AG2R La Mondiale est basé sur deux études. Une première étude quantitative qui est basée sur les données AG2R La Mondiale, qui porte sur les salariés en CDI des entreprises du secteur privé. Et puis une deuxième étude qui est réalisée en partenariat avec Kantar, interrogeant un panel représentatif de salariés qui, cette année, pour la spécificité de nos interrogations, a moins de 5 ans d'ancienneté dans leur entreprise actuelle. Parfait. Alors, quelle a été l'évolution notable en 2022, puisque c'est ça qui nous intéresse surtout, Christian? Eh bien, Frédéric, le suspense est tombé. Donc, le taux d'absentéisme 2022 mesuré par notre baromètre est de 6,7%. Cela correspond à 24,5 jours d'absence par salarié sur l'année. Après une baisse de ce taux en 2021, il est revenu à un niveau quasi équivalent à 2020. Si on compare à 2019, le taux d'absentéisme a augmenté de 21%. Au-delà de ce taux d'absentéisme, on s'est intéressé à un indicateur particulier qui est la proportion des salariés absents. Si cette dernière était de 37% en 2021, donc un peu plus d'un salarié sur 3, on est passé à 47% en 2022, ce qui fait quasiment un salarié sur 2 absent dans l'année. 47%, c'est 6 points de plus que 2020. Et rappelons-nous, l'année 2020 est une année très particulière puisque c'était la première année de la pandémie. Donc on le voit, un nombre d'absents inégalé. Alors vous vous posez sûrement la question, vous avez des clés pour comprendre, mais Sidonie va nous décrypter tout ça. Comment s'explique cette tendance que Christian vient de décrire, Sidonie? Oui, alors la hausse de l'absentéisme en 2022, elle s'explique par deux grandes tendances. La première, c'est une augmentation de l'absentéisme pour maladie, avec notamment un nombre plus important de personnes absentes. Et la deuxième tendance, d'autre part, c'est une dégradation de l'absentéisme de 4 à 7 jours, là aussi avec un pourcentage de personnes impactées bien plus important, ça a même doublé en un an, puisque en 2022, 24% des absents se sont arrêtés pour 4 à 7 jours, contre 12% en 2021.
Alors, ces arrêts de maladie courte durée trouvent une explication et un impact via la Covid-19. Ouais. Cette année encore, le virus a été assez virulent, notamment le variant Omicron qui a été très actif l'an dernier et particulièrement en janvier-février de l'année dernière. Et ça a généré des absences de courte durée, de l'ordre de la semaine, qui a impacté beaucoup de personnes. Ce variant a été très contagieux et on a eu un relâchement des gestes barrières qui a pu expliquer cette tendance. Mais on le sait, l'absentéisme est multifactoriel et cette contamination par la Covid-19 n'explique pas tout. On a notamment 2 exemples. L'absentéisme de courte durée, il génère des absences qui sont souvent non remplacées. Et ce non-remplacement vient d'autant plus impacter les organisations et les présents qu'elle va générer surcharge de travail, des organisations, nécessité de replanifier, mais aussi des motivations, des dégradations de la qualité de service. Ouais, on en parlait avec Isabelle tout à l'heure. Hein. Exactement. Et tous ces effets de gestion vont et peuvent abîmer les présents et générer de nouvelles absences. Ça, c'est un premier exemple, un autre facteur. Et un deuxième exemple, ce sont les absences de longue durée. Chaque année, on évoque ces absences de plus de 90 jours. Et cette année encore, alors même si l'absentéisme de longue durée reste stable en 2022, il est élevé. Et on le voit dans nos études, cette absentéisme de longue durée trouve majoritairement une origine dans des facteurs professionnels. 60% de l'absentéisme pour accident de travail a duré plus de 3 mois, contre 45% des absences maladie. D'où la vigilance encore et toujours sur ces absences de longue durée. Donc vigilance pour ces absences, et puis vous le disiez Sidonie, il y a cet effet domino sur les présents qui est préjudiciable pour la performance de l'entreprise. Christian, gros plan sur les secteurs d'activité. La tendance, elle se retrouve dans les différents secteurs couverts par le baromètre ? En fait, sur 2022, on observe une augmentation de ce taux d'absentéisme dans tous les secteurs d'activité, excepté la santé. Alors, Sidonie a donné déjà une partie des réponses. Donc, les absences de courte durée, celles de 4 à 7 jours, ont impacté tous les secteurs d'activité. Si je reviens au secteur de la santé, ce qui a fait la différence, ce qui fait que dans la santé, le taux d'absentéisme est resté stable entre 2021 et 2022, c'est que les absences longue durée ont plutôt baissé. A contrario, sur le secteur des services, les absences de courte durée sont très fortes, mais il y a eu également une augmentation des absences de longue durée, celles de plus de 3 mois. Et à travers notre enquête, les salariés nous indiquent plutôt des problématiques d'épuisement professionnel pour expliquer ces longues absences. Alors maintenant, on va s'intéresser au profil, aux catégories d'âge. J'imagine qu'il y a des disparités en fonction des catégories d'âge, Sidonie. Alors, déjà, quel que soit le profil des collaborateurs, que ce soit en termes de statut, de genre ou d'âge, l'absentéisme de courte durée a augmenté en 2022. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde l'absentéisme en fonction des catégories d'âge, on se rend compte et on est interpellé par le niveau d'absentéisme des salariés qui ont 51 ans et plus. Le taux de cette catégorie est record cette année. Et on se rend compte que l'absentéisme de longue durée reste très prégnant pour les salariés qui ont 51 ans et plus. Il représente 58% de leur absentéisme, contre seulement 28% pour les salariés qui ont 30 ans et moins. Donc on le voit, s'intéresser aux jeunes générations, c'est bien, mais pas oublier les seniors. Hein, exactement. Avec justement l'allongement de la durée de travail et durée de vie au travail. Particularité de ce baromètre, on en parlait avec Denis, avec Isabelle, hein, c'est qu'il évolue au fil du temps. Et on a commencé à l'évoquer. Nouvel indicateur, Sidonie, cette polyabsence. Tout à fait. Denis l'évoquait tout à l'heure, la polyabsence se définit comme les salariés ayant connu plusieurs absences dans l'année. En l'occurrence, en 2022, 18% des absents ont connu 3 arrêts ou plus dans l'année. Alors, s'interroger sur la polyabsence, ça amène à avoir une approche plus individualisée de l'absentéisme. Avoir un regard croisé entre les RH, le manager, ouvrir le dialogue avec les salariés concernés, ça permet certes de révéler certains abus, comme on peut se dire les absences répétées sont des arrêts abusifs, mais pas que. Ça peut aussi révéler des situations
comme l'évoquait Denis, de personnes qui sont en situation de maladie chronique. Mais on a aussi des personnes qui sont en situation d'aidants familiaux. Et puis, ça peut être des signes de démotivation, de désengagement professionnel. Tout ça pouvant amener et être des signes avant-coureurs d'absence de plus longue durée, Denis l'évoquait. On constate par rapport à ces populations que justement ces comportements qui peuvent être et qui peuvent amener à du désengagement ont un impact sur les collaborateurs, puisque 62% des polyabsents souhaitent changer de poste et 48% souhaitent même changer d'entreprise. Donc ça a un impact sur leur implication dans leur entreprise même. Ouais. C'est l'engagement qui s'étiole petit à petit. Alors, on vient de le voir, l'absentéisme crée de multiples écueils pour les entreprises. Et puis, il y a d'autres difficultés qui viennent s'y ajouter. Et ça pèse encore plus. On en parlait tout à l'heure. On y revient sur les présents, Christian. En effet, Frédéric, vous le disiez très bien, l'absentéisme, voilà, il est en augmentation, on l'a vu, mais les entreprises font face à pas mal de difficultés, notamment sur le secteur du recrutement. Et comme vous le dites très bien, ça pèse sur les présents. Le premier écueil qu'on a pu observer, c'est le manque d'attractivité, qui nuit très souvent à la capacité des entreprises à attirer des talents. Dans notre enquête, 53% des salariés répondants nous disent percevoir ces difficultés de recrutement au sein de leur entreprise. Ils évoquent 3 raisons principales. La première, la pénurie des profils, la rémunération et ou les avantages qui sont souvent en décalage par rapport à la concurrence, et puis une pénibilité des métiers qui est particulièrement soulignée pour les secteurs de la santé et du commerce. À ces difficultés de recrutement s'ajoute le turnover. Aujourd'hui, à travers notre enquête, on a mesuré que 45% des salariés se projettent pour une nouvelle situation professionnelle. Et 33% identifient même leur capacité à changer d'employeur. Mais attention, 50% des répondants qui se projettent à rester dans l'entreprise ne se projettent pas au-delà de 4 ans. On parlait tout à l'heure des jeunes générations. Dans cette enquête, les moins de 30 ans sont 20% à nous dire avoir eu 5 employeurs, voire plus, depuis leur entrée sur le monde du travail. C'est considérable. Les entreprises font face à un cumul de difficultés dégradées. On a revu l'absentéisme, on parle de recrutement et de turnover. À travers notre baromètre de l'absentéisme et de l'engagement Hemming AG2R La Mondiale, on a souhaité explorer les tendances actuelles de l'attractivité, de l'intégration et de la fidélisation. Et on y arrive. Vous nous suivez en direct ce matin avec ces résultats, avec un podium à 4 marches, chère Sidonie, sur l'attractivité. Quels sont les facteurs d'attractivité et les attentes des futurs collaborateurs pour rejoindre une entreprise ? Contrairement aux idées reçues, la rémunération n'est pas la première attente d'un salarié. C'est plus le Graal, hein ? C'est plus le Graal. Du moins, il ne suffit plus. C'est ça. Aujourd'hui, les salariés nécessitent et sollicitent tout autant de bonnes conditions de travail, un contenu de poste intéressant et puis la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et il y a également un autre levier d'attractivité qui vient tout autant peser et que les entreprises doivent mobiliser. Parce que si les annonces, elles sont souvent assez séduisantes, les annonces de poste, les premiers promoteurs de l'entreprise, ce sont les salariés eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui est de plus en plus répandue. Durant ces 5 dernières années, 1/3 des salariés interrogés a intégré son entreprise par recommandation de son entourage. On se rend compte que si un salarié est bien, si il peut témoigner de son quotidien, il va venir recommander son entreprise. Également, on se rend compte que lorsque ce salarié est justement bien dans son poste, qu'il apprécie ses conditions de travail et qu'il se projette sur le long terme, il va plus recommander son entreprise. 92% des personnes qui se projettent à long terme vont recommander leur entreprise, contre seulement 66% de ceux qui souhaitent la quitter.
D'où la nécessité vraiment de mobiliser et de fidéliser ses collaborateurs. Ouais, si je me sens bien dans une entreprise, j'ai envie d'embarquer mes proches, comme on dit. Exactement. Voilà. Vous le disiez, recommandation, cooptation. Christian, le sujet de la fidélisation des collaborateurs, on le sait, est clé. Les intégrer, c'est bien. Mais c'est justement dès la phase d'intégration que commence cette appréhension du sujet de la fidélisation. En effet, la période d'intégration, elle est essentielle. L'entreprise doit mettre en place des dispositifs permettant l'intégration du collaborateur. Alors, comme on aime les anglicismes, on appelle ça le onboarding. Un onboarding réussi favorise l'intégration. A contrario, une intégration qui sera non satisfaisante va souvent pousser un certain nombre de collaborateurs à quitter l'entreprise prématurément. Avec les difficultés de recrutement qu'on vient de définir, les coûts induits, il est indispensable pour l'entreprise de travailler sur son dispositif d'intégration pour s'assurer de garder en poste les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, 82% des collaborateurs disent être satisfaits de leur intégration. Cette intégration réussie s'appuie en général sur deux piliers. On a une dimension sociale dans laquelle on va retrouver la relation avec ses collègues, avec son manager, et une dimension métier dans laquelle on va avoir son rôle, ses missions et tout l'accompagnement technique qui va nous aider pour l'entrée en poste. Mais en fait, une intégration réussie peut également s'appuyer sur des choses extrêmement simples. Pourquoi ne pas organiser un petit déjeuner d'accueil, organiser une présentation de l'équipe, et puis, essentiel, que le collaborateur ait, le premier jour de son arrivée, tout le matériel nécessaire pour pouvoir produire sa mission. Sur les parcours d'intégration métier, on retrouve aussi une forte tendance à mettre en place des dispositifs avec des tuteurs. Ce genre de dispositif a un double avantage. Bien sûr, il fidélise plus le nouvel arrivant, mais il va également valoriser le collaborateur qui est déjà dans l'entreprise et qui va prendre ce rôle de tuteur. On a un élément qui est sous-estimé, Denis en a parlé en introduction, c'est l'écart qu'on peut parfois observer entre une fiche de poste et la réalité sur le terrain. C'est malheureusement parfois une triste réalité. Les collaborateurs qui ont été confrontés à cet écart entre donc, la fiche de poste et la réalité sont 56% à confirmer avoir une intégration non satisfaisante. Et 83% se projettent dans un changement de situation professionnelle. On a parlé du onboarding, mais aujourd'hui, j'invite les entreprises à aller plus loin que le onboarding. Il faut réfléchir au pré-boarding. Le pré-boarding, c'est la période qu'on appelle souvent période de tous les dangers, qui va démarrer le jour où le candidat signe sa promesse d'embauche jusqu'au jour où il rentre dans l'entreprise. Pendant cette période, grâce à une animation, on va pouvoir nourrir l'envie du salarié de rejoindre l'entreprise, ses équipes et ses projets. On va aussi pouvoir travailler sur la partie administrative du recrutement, de l'embauche, et de fait, très souvent, anticiper des problématiques de ghosting des candidats. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, disait l'autre. Exactement. C'est un peu ça. Retour sur les tranches d'âge, Sidonie. Vous avez observé des pratiques d'intégration homogènes ? Alors non, on a observé que les pratiques d'intégration étaient justement différenciées selon les générations. D'accord. Et ces pratiques portent plus souvent sur les jeunes recrues. En effet, les seniors ont été moins nombreux à bénéficier d'un parcours d'intégration structuré. Ils ont été moins nombreux à être accompagnés d'un tuteur. Du coup, mettre l'accent sur les jeunes recrues, on se rend compte que les seniors en expriment aussi le besoin. On a posé la question et ils auraient aimé avoir des parcours d'intégration structurés et l'accompagnement d'un tuteur. Ça pose la question vraiment de la personnalisation de ce parcours d'intégration, de l'ouverture du dialogue autour des attentes et des besoins lorsqu'un salarié arrive dans l'entreprise, et ce, quel que soit son âge, quelle que soit son expérience professionnelle antérieure. Ça se ressent d'ailleurs dans la satisfaction à l'intégration. 85% des 30 ans et moins sont satisfaits de leur intégration, contre 77% des 51 ans et plus. Appréhender un nouvel environnement avec de nouveaux outils, un nouveau métier dans un nouveau contexte, peu importe l'âge, peu importe la génération, ça peut ne pas être évident. D'où la nécessité de mettre en place cet accompagnement individualisé au possible. Voilà, encore une fois, une action individuelle et c'est presque du micromanagement. Autre sujet clé, Christian, on en a parlé un petit peu, l'intégration, le développement c'est bien, la fidélisation c'est mieux. En gros, pourquoi aurais-je envie de rester dans l'entreprise Alors, la phase d'intégration est en effet le premier maillon de la fidélisation.
Aujourd'hui, au-delà de la rémunération, les conditions de travail et l'organisation qui vont amener à une conciliation vie pro, vie perso plus agréable pour les collaborateurs, les attentes et les besoins des salariés sont personnels et sont variables. On a parlé de personnalisation, on en reparlera tout à l'heure, c'est extrêmement important. De fait, l'entreprise, parler de micromanagement, elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter aux besoins des collaborateurs pour toujours offrir la meilleure expérience possible. On pourrait citer 2 exemples pour illustrer notre présentation. La première, c'est mettre en place un nouvel accord temps de travail. C'est historique dans les entreprises, mais pourquoi pas le mettre avec des options à la carte qui permettraient aux collaborateurs de choisir du télétravail quand c'est possible dans l'organisation de l'entreprise. Mais pourquoi pas aller plus loin avec la célèbre semaine de 4 jours dont on parle de plus en plus. Et alors, un cran plus loin, les soldes de congés illimités. Sur la partie rémunération, on commence aussi à observer des dispositifs dans les entreprises qui vont amener ce qu'on appelle de la rémunération à la carte. Chaque collaborateur, chaque année, peut choisir dans un menu d'options avec un budget défini, avec une équité de traitement validée évidemment par la DRH, faire un choix d'une rémunération complémentaire. Elle pourra être, selon les besoins du collaborateur, de la rémunération en euros, des jours de congés complémentaires et pourquoi pas des abonnements ou des investissements socialement responsables. Ouais, ça nous rappelle la liberté de choisir. Hein. Vous vous souvenez des lois Pénicaud. On le retrouve ici avec ce que vous dites, Christian. Pour terminer, le parcours collaborateur, important évidemment. Il y a une phase à pas négliger. Hein. Elle joue sur l'attractivité, sur l'image employeur. C'est un peu la ligne du temps. Et cette échelle du temps et cette échelle de valeur, c'est le offboarding, Sidonie. Oui, alors parfois le départ du salarié, il est inévitable. Le salarié a choisi de partir et dans ce cas, le off-boarding, comme vous disiez, est à soigner. Le off-boarding, il se définit comme la toute dernière étape de l'expérience collaborateur dans une entreprise. Il part à partir du moment où le collaborateur et l'entreprise ont validé ensemble ce départ. Et l'enjeu est important parce que notre étude met en avant cette notion des salariés boomerang, c'est-à-dire ceux qui ont quitté l'entreprise, qui y reviennent. Et en l'occurrence, dans notre panel, sur les salariés qui ont 5 ans et moins d'ancienneté, 29% ont déjà travaillé pour l'entreprise dans laquelle ils sont actuellement et 20% seraient prêts à retourner chez leur ancien employeur. Donc laisser une bonne image au départ du collaborateur, ça devient finalement un levier d'attractivité et ce cercle vertueux dont Christian va parler tout à l'heure. Ouais, et ça revient à ce que vous disiez, Christian, fin des carrières linéaires, et ce que disait Denis aussi. Pour terminer, le message, qu'est-ce qu'il faut retenir, Christian, et puis comment agir, hein, c'est aussi ça, le baromètre. Alors, on l'a vu tout au long de cette présentation, les RH sont aujourd'hui confrontés à un cumul de situations dégradées. À travers notre baromètre de l'absentéisme et de l'engagement Hemming AG2R La Mondiale, on a vu l'augmentation de l'absentéisme, les difficultés de recrutement et également le turnover. Tous ces éléments pèsent sur les présents. Il faut penser ou repenser le parcours professionnel et l'attractivité de l'entreprise. Améliorer l'expérience collaborateur est une évidence. On a parlé de pré-boarding, de onboarding, de off-boarding. Ce sont des éléments de relation avec le salarié qui sont essentiels. Mais pourquoi ne pas aller plus loin ? Aujourd'hui, on peut travailler sur des processus de reboarding. Alors, au-delà de ce que Hemming préconise beaucoup à ses clients, qui est le lien avec le collaborateur absent, le reboarding va permettre de refaire un onboarding d'un collaborateur qui était absent pendant une longue durée. Pourquoi pas aller également sur du cross-boarding ? Le cross-boarding, c'est investir sur l'accompagnement du collaborateur lors d'une mobilité, qu'elle soit dans l'entreprise ou entre plusieurs entreprises du groupe. Mais tous ces processus, je crois qu'on en a parlé plusieurs fois, pour être plus efficaces, ils doivent être personnalisés. Ils doivent concerner tout le monde. On a parlé de métiers, on a parlé de tranches d'âge, mais ils doivent être personnalisés. Prévenir l'absentéisme, c'est s'intéresser aux absents, mais également aux présents. Prévenir l'absentéisme, c'est accompagner et outiller les managers. Enfin, prévenir l'absentéisme, c'est indispensable. Et c'est le lien direct vers la fidélisation. On l'aura dit plusieurs fois, ne l'oublions pas, les collaborateurs sont et resteront les premiers promoteurs de l'entreprise. Merci beaucoup, merci à vous deux, Christian et Sidonie. Avant de passer aux questions, puisque vous avez sûrement des questions par rapport à ces résultats, on va avoir d'abord les résultats de notre sondage. Le sondage, la question que je vous posais tout à l'heure, comment a évolué l'absentéisme dans votre entreprise en 2022, en baisse, stable, en hausse, je ne sais pas. Et voilà, ça confirme la tendance, hein, résultat écrasant. 64,9%. Réaction rapide, Christian, Sidonie, c'est
C'est dans les clous. Je pense que ce qu'on peut dire, ça reflète tout à fait le contenu conforte. de notre baromètre. Après, je pense que quand on voit certains se positionnent sur de la baisse, les 7%, même ces 7% sont intéressants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, le taux d'absentéisme, qu'il augmente ou qu'il baisse, il est toujours intéressant de voir ce qui a généré ces évolutions. Et de comprendre effectivement qu'est-ce qui se cache derrière cette baisse. Et toutes ces tendances sont vraiment des tendances globales. Et c'est vrai que c'est une démarche, et peut-être la première démarche à avoir pour une entreprise, d'aller un petit peu creuser ces chiffres. Est-ce que c'est en hausse pour tout le monde? Est-ce que c'est en hausse pour une catégorie de personnes? Idem pour ceux qui sont en baisse. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est intéressant aussi de poser la question quel est l'objectif d'une démarche de prévention de l'absentéisme dans notre organisation, et est-ce que le suivi de cet indicateur peut apporter un regard et enclencher des actions derrière. On le voit, il y a une palette de solutions qui est très large, que propose Aiming en particulier, et qui peut vous aider par rapport à ce que disaient Sidonie et Christian, à décrypter, faire un état des lieux, puis ensuite agir. Merci en tout cas d'avoir répondu à ce sondage. Je vais encore vous interroger et vous demander peut-être une petite réaction à chaud, avec un nuage de mots qui va se former à partir de vos réponses. Et la question que je vous pose, c'est quel est votre plus grand défi RH actuel ? Voilà, un mot-clé qui vous vient à l'esprit. Alors, c'est peut-être effectivement engagement, c'est peut-être sens, c'est peut-être talent, c'est peut-être collectif. Dites-nous tout. Le nuage de mots va se former derrière moi à partir des mots que vous allez envoyer. On est en direct, donc ça va se former en direct avec les mots-clés. Qu'est-ce que vous verriez comme mots, Christian, Sidonie aussi, qui peuvent être importants Si j'étais taquin, je proposerais Aiming. Aiming, voilà, ouais, c'est ça. Ou AG2R La Mondiale. Voilà. Dites-nous quel est le mot qui vous vient à l'esprit dans cette rentrée RH 2023. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme sujet clé? Est-ce que c'est peut-être le onboarding? Est-ce que c'est la fidélisation? L'attractivité, c'est un mot qu'on a abordé plusieurs fois dans notre... Voilà, le nuage de mots va s'afficher petit à petit, mais je vais profiter du temps que le nuage se constitue, hein, voilà, dans le ciel bleu Aiming, AG2R La Mondiale qui nous entoure, pour revenir sur les questions que vous avez posées et qui arrivent sur l'écran. Il y a une question toute simple. Comment calculez-vous le taux d'absentéisme ? Voilà, justement, qui veut répondre? Est-elle vraiment toute simple, Sidonie? Alors, c'est vrai que la formule de calcul, elle est la plus transverse possible, parce que pour appliquer la formule de calcul aux données AG2R La Mondiale, on applique la même formule à tout le monde. Et on calcule notre taux d'absentéisme sur la base des jours calendaires d'absence rapportés aux jours calendaires de présence. On ne prend en compte que des motifs d'absence liés à la maladie, aux accidents de travail, accidents de trajet, maladies professionnelles, toutes durées confondues. Et nous ne prenons en compte également que les salariés en CDI du secteur privé. Donc c'est important parce qu'il existe tellement de formules de calcul différentes que pour se comparer, il faut pouvoir avoir les clés qui vous permettent de vous positionner par rapport à notre taux. Oui, Christian, peut-être une réaction, d'autant qu'on le disait, hein, c'est sur 15 ans, on voit l'évolution aussi. Oui. C'est ça qui fait l'unicité, le caractère unique de ce baromètre. Hein. Effectivement, Denis le disait en introduction, enfin, la longévité, l'expertise qu'on a autour de ce métier est importante. Ouais. Et au-delà du chiffre qui va être donné, je pense que ce qui est effectivement important, c'est d'en comprendre l'évolution et les plans d'action qu'on peut mettre en place derrière. Autre question qui vient d'arriver, que vous nous posez, vous qui nous suivez en direct sur la révélation de ces résultats du baromètre 15e du nom. Hein. 15e. On parle beaucoup d'arrêts de complaisance, je la lis avec vous. Est-ce qu'ils sont intégrés dans votre étude et qu'en pensez-vous ? Alors oui, ils sont intégrés dans notre étude, puisque un arrêt de complaisance, c'est un arrêt de travail, c'est souvent un arrêt maladie, hein, comme on dit. Alors aujourd'hui, on peut peut-être un peu, je ne sais pas si démystifier ou dédiaboliser, mais les salariés qui ont des absences de complaisance sont minimes. On a vu une étude récente qui est sortie cet été, qui met en avant que seulement 2% des salariés, a priori, s'absenteraient pour convenance personnelle. La question qui nous semble importante, c'est plutôt que l'entreprise se demande pourquoi
Pourquoi les collaborateurs sont absents? Qu'est-ce qui fait que le salarié n'a pas envie de venir travailler un certain jour? Pourquoi il veut s'extraire de son environnement de travail? Pour nous, c'est ça la question. Dans tous les cas, l'entreprise doit mettre en place une démarche de prévention de l'absentéisme avec pour première étape d'identifier les facteurs clés qui ont amené à cet absentéisme. Donc en fait, dans la prévention, quelle que soit la nature de l'arrêt, qu'il soit de complaisance ou pas, ça fait partie de l'équation et il faut y travailler. Sidonie, un point par rapport à ça? Alors, je rejoins ce que disait Christian. C'est vrai que c'est important de démystifier un petit peu. Et l'indicateur de la polyabsence, il est vraiment à avoir ce regard transverse, de dire que certes, il y a des abus, mais pas que. Les raisons sont encore une fois multifactorielles. Et c'est vraiment cette ouverture du dialogue, ouvrir le champ des possibles, de dire aux salariés, oui, l'entreprise peut t'accompagner dans des situations personnelles. C'est important. Merci beaucoup, Christian et Sidonie. Je me tourne vers la météo de notre régie. Est-ce que le ciel est toujours aussi bleu? Non. Les nuages sont arrivés? Non, notre nuage de mots n'est pas arrivé. Alors, ce que je vous propose, c'est vous remercier. On regardera du côté de la météo RH un petit peu plus tard. Et on va accueillir nos invités. Christian et Sidonie, merci infiniment. Premier focus, première thématique, engagement et fidélisation des collaborateurs. Quels sont les leviers d'action? C'est maintenant, juste après le jingle. Voilà, vous vivez en direct les résultats de ce 15e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement Aiming AG2R La Mondiale, alors que nos deux expertes viennent de nous rejoindre. Elle est membre du comité de direction en charge des ressources humaines, des relations sociales pour AG2R La Mondiale. C'est Claire Silva. Chère Claire, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être la co-autrice du livre Cœur de l'expérience collaborateur, que je vous conseille et qui est une mine d'informations pour action. Anne Fonbank. Bonjour Anne. Bonjour Frédéric. Bonjour Claire. Alors on est ensemble pour évoquer ces sujets, pour décrypter, mais je voudrais d'abord peut-être très rapidement, même on va vous mettre un petit chrono, en 1 minute chrono, réaction, commentaire par rapport aux résultats du sondage, réaction aux chiffres. Claire, pour commencer. Alors oui, le constat, il est sans appel. On a une augmentation du taux d'absentéisme. Et d'ailleurs, on le vit nous-mêmes, au-delà du baromètre Aiming AG2R La Mondiale, on le vit nous-mêmes dans nos propres entreprises. Bien sûr. Donc c'est un sujet d'attention. Moi, ce qui m'a marqué dans les chiffres qu'on a partagés, c'est qu'on a un taux d'absentéisme qui augmente. Et quand on va creuser pour voir si les personnes concernées seraient prêtes à changer, on a quand même plus d'un salarié sur 2 qui dit non, je n'ai pas envie de changer de vie professionnelle. Et je trouve qu'il y a un grand absent, d'une certaine façon, dans le débat aujourd'hui, en tout cas, on n'en a pas parlé du tout, c'est la question de l'intensification du travail, de la pression et de la charge mentale qui est associée à cette intensification du travail. Il y a plusieurs études qui démontrent que depuis plusieurs années, dans tous les secteurs d'activité, pour tous les métiers, à tous les niveaux de responsabilité, pas plus certains que deux autres. Voilà, on a une intensification du travail, c'est-à-dire on doit faire plus dans la même journée, et ça se retraduit d'ailleurs dans les critères de accepter un poste ou rester dans l'entreprise. On va y où revenir. Ce qui passe en tête, c'est conditions de travail et équilibre. On va y revenir avec cette semaine de 4 jours en particulier, qui peut impacter. Ouais. 1 minute, Anne, réaction, commentaire par rapport aux résultats de notre baromètre. Bien, écoutez, moi je retiens plusieurs choses. Je retiens effectivement que le niveau d'absentéisme 2023 est le plus élevé et donc on revient finalement à un niveau 2020 qui était déjà très élevé. Je retiens également le terme de polyabsence que j'ai découvert avec le baromètre. Donc effectivement, ces absences répétées, courtes, qui du coup sont quand même un signal de désengagement peut-être plus profond que ce qu'on imaginait. Voilà, je retiens aussi que le taux d'absentéisme des plus de 51 ans est très préoccupant. Notamment dans un contexte d'allongement en fait, de carrière. Et du coup, on voit que les jeunes sont moins intéressés par les entreprises et que les plus âgés se fatiguent plus vite. Alors, il y a un cercle vicieux quelque part. Voilà, comment on va sortir de là. Et puis, je retiens aussi quelque chose qui n'est peut-être pas mentionné. Donc, je retiens ce qui n'est pas, c'est-à-dire que finalement, on oublie quand même de dire que les conditions, la qualité de vie au travail et les conditions de travail sont un sujet d'excellence opérationnelle et donc de business.
Et ça, on n'insiste peut-être pas assez dessus. On va y revenir, intéressant. Hein, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la relation et cette symétrie des attentions. Hein. Si le client final est mal servi, il y a moins de business. Exactement. On y revient avec vous, Anne, tout à l'heure. Merci en tout cas toutes les deux d'être avec nous. Merci de nous suivre. On a deux expertes plus que légitimes pour analyser cette situation. Claire, je me tourne vers vous. On fait beaucoup de choses ensemble. Je sais votre engagement sur ces sujets-là pour AG2R La Mondiale et pour McDo et toutes les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé. L'absentéisme, déjà, vous avez coutume de dire, il y a deux types d'absentéisme. On en a parlé tout à l'heure. Hein, oui, déjà. tout à fait. C'est Isabelle, d'ailleurs, qui le disait avec un autre terme. Elle parlait de présentéisme. Il y a l'absentéisme, en fait, qui est la face émergée de l'iceberg. Hein. Ce sont les chiffres que l'on partage depuis ce matin. Les arrêts de travail de plus ou moins longue durée. Et puis, il y a l'absentéisme qui n'est pas visible, qui se traduit par une forme de désengagement. C'est-à-dire qu'on est là, mais on n'est pas engagé, on n'a pas la niaque, on traîne ses chaussures pour faire les choses. Voilà, on est là, mais en même temps, on n'est pas là. Donc, un peu boulet pour les autres, hein, quelque part. Hein. Oui, c'est la face... qui est, en l'occurrence, immergée de l'iceberg. Donc ça, c'est un point, effectivement, qui est, je pense qu'il faut qu'on garde en tête dans la façon dont on appréhende le sujet. L'engagement, qui est un sujet clé, surtout dans des périodes comme celle qu'on vit, où on a de multiples changements et où la boussole est complètement agitée. Hein. Oui, c'est-à-dire que finalement, cette question de l'intensification du travail que j'évoquais tout à l'heure, elle est liée à des contextes de transformation dans les entreprises qui sont de plus en plus fréquents. Est-ce que c'est poussé par les nouvelles technologies? Est-ce que c'est poussé par le business? Enfin, il y a plusieurs facteurs qui font que les entreprises se transforment quasiment en permanence. Et donc, il faut maintenir un engagement dans un contexte qui bouscule les repères, qui fait que nos collaborateurs, en fonction de leur tranche d'âge, de leur tranche d'ancienneté, de leurs habitudes, de leurs rituels, sont bousculés par rapport à ça. Et l'engagement, ça ne se décrète pas. L'engagement... on va pouvoir travailler, en fait, c'est multifactoriel dans les leviers. On va devoir travailler aussi bien sur des questions de nature individuelle, pour individualiser et répondre à des attentes très individualisées. D'autant qu'il y a une porosité vie pro, vie perso. Vie pro. Et il va falloir aussi, tout à la fois, travailler sur le collectif et donc aller chercher quelle organisation, quelle ambiance de travail pour créer cette émulation collective qui va faire que, voilà, qu'on a envie. Et donc, le management joue un rôle, en fait, dans l'animation de son équipe pour faire en sorte qu'on va s'énergiser tous ensemble. Et donc, cette énergie, justement, ça nous maintient en bonne santé physique et psychologique. Et ça donne envie de venir travailler, on ne traîne pas les pieds. Hein. Exactement, exactement. Parce qu'on peut très bien, d'ailleurs, traîner les pieds tout en étant en télétravail, hein, que les choses soient claires. On est bien d'accord. L'engagement, c'est en présentiel ou en distanciel. Oui. Anne, merci pour votre présence. Ce livre, hein, vous travaillez dans un grand groupe, vous travaillez sur les New Ways of Working, les nouvelles façons de travailler. Groupe bancaire, 8600 collaborateurs, 30 pays et 100 nationalités. Et surtout, vous êtes la co-autrice de cet ouvrage, au cœur de l'expérience collaborateur. Réaction par rapport à ces sujets-là, et puis surtout sur cette fidélisation, ces problématiques d'engagement, dans un contexte, on en parlait avec Christian et Sidonie, de guerre des talents exacerbée. Alors Frédéric, en fait, moi, le sujet de la fidélisation, la guerre des talents, ça fait 20 ans que j'en entends parler. Alors soit on est très mauvais, parce que, voilà, soit on ne prend pas le problème dans le bon sens. Et j'ai plutôt l'impression que c'est ça, en fait. Donc moi, en vrai, je préfère passer mon énergie à offrir une expérience de la meilleure qualité possible à nos collaborateurs dans un contexte où la relation au travail est en train de changer. Et en fait, je pense qu'en faisant ça, on va, de fait, améliorer le reste et on n'aura plus de sujets d'attractivité, de sujets de guerre des talents, etc. Moi, c'est comme ça que je prends le truc. Difficile de fidéliser les personnes quand elles ont des aspirations différentes et multiples, Anne. Non, en fait, non, parce que je pense vraiment qu'il y a une distinction entre les attentes et les besoins. Et c'est effectivement ce qu'on défend dans notre ouvrage avec Fabien, c'est qu'en fait, suite encore aux études d'Amy Edmondson, d'Harvard, de Patricia Riedel, de Reading, de Julia Rodowski, projet Google, Aristote pour Google, bref. Donc, toutes ces recherches ont mené à un truc hyper intéressant de dire, en fait, il y a des besoins qui sont fondamentaux. C'est un peu comme vous avez besoin de manger, on ne va pas faire l'impasse là-dessus. Après, si vous préférez les pizzas ou le McDo, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous avez besoin de manger. Et donc, dans les besoins fondamentaux, on a ce mantra, ce triptyque, considération, sens et sécurité. Et je pense vraiment que voilà, quand on respecte ces trois besoins, ça fonctionne en fait. Le collectif, l'entreprise fonctionne.
Et ne pas confondre, on parlait beaucoup de cette expérience collaborateur et ressources humaines. Enfin, il y a deux sujets. Oui, alors effectivement, c'est hyper intéressant que vous en parliez, Frédéric, parce que je pense que pour un DRH, et Claire, vous me direz ce que vous en pensez, hein, on pourra en discuter, je pense que pour un DRH, c'est naturel de faire de l'expérience collaborateur. Donc, il se dit, mais moi, c'est déjà ce que je fais. Et c'est vrai, en partie, c'est vrai. Et c'est surtout le DRH qui a le lead sur l'expérience collaborateur, il n'y a pas de sujet. Après, l'expérience collaborateur, c'est surtout et avant tout du marketing. Donc, avec des techniques de marketing, il y a une méthode de marketing pour faire effectivement de l'expérience collaborateur. On va en parler. Déjà, réaction claire par rapport à ce que disait Anne. Et puis, vous allez poursuivre en nous disant comment on fait, par quoi on commence, par quel bout de la lorgnette on prend ces sujets-là. Déjà, ce que j'ai envie de dire à Anne, pour rebondir sur ce qu'elle nous partageait, très intéressant, c'est que l'expérience collaborateur, non, ça n'est pas que le sujet des DRH. C'est le sujet de tous les acteurs de l'entreprise. C'est le sujet des managers, c'est le sujet des collaborateurs qui constituent l'environnement dans le cadre duquel un nouveau collaborateur arrive. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent, ne serait-ce qu'à mes équipes, quand on intègre une nouvelle ressource, je dis toujours, la personne qui arrive, elle doit faire, l'effort de s'intégrer. Mais nous, le collectif que nous sommes déjà, qui se connaît déjà depuis longtemps, on doit lui laisser de l'espace, on doit lui laisser de la place, et donc on doit faire, nous aussi, l'effort de l'accueillir, de l'intégrer. Donc c'est tous les acteurs de l'entreprise. La fonction RH est très probablement à l'impulsion d'un certain nombre de choses, mais c'est tout le monde qui va contribuer à faire en sorte que le collaborateur nouvellement arrivé qui circule dans l'entreprise, quel que soit l'endroit où il va être, il va se dire « Ah, je me sens bien ». Bienveillance par rapport à tout. Et l'objectif, c'est pas d'avoir un effet waouh, c'est globalement de se sentir équilibré, bien par rapport à ses valeurs, par rapport à la façon de se réaliser. Donc ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'aller capter ce qui se passe. Donc il faut faire un état des lieux par rapport à cet engagement. C'est très compliqué finalement dans les cultures de nos entreprises françaises. Les gens ne s'expriment pas nécessairement. La façon dont ils s'expriment, c'est avec leurs pieds. C'est-à-dire, je décide, je me sens plus bien, je prends la décision, je vote avec mes pieds, je m'en vais. Et donc on le voit à travers les chiffres, ils ne se projettent pas à plus de 4 ans. Donc on voit bien que les canaux de captation d'informations traditionnels que nous avions, c'est-à-dire capter ce qui se passe par le management, capter ce qui se passe par nous, fonction RH, HR Business Partner qui sommes en proximité des équipes, capter ce qui se passe par les instances représentatives du personnel, parce que c'est autant de canaux où on remonte des choses du terrain, et c'est plus suffisant. Donc nous, on a décidé de mettre en place, au sein d'AG2R Mondial, ce que d'autres entreprises mettent en place, un baromètre d'engagement. Engagés ensemble. Voilà, engagés ensemble. Sur la base du volontariat, s'expriment ceux qui veulent s'exprimer, avec des points de mesure très réguliers. Et ça nous permet d'aller mettre en place ce que j'appelle désormais une conversation régulière via un autre canal, en toute confidentialité, de façon tout à fait anonyme. Et c'est vraiment permanent. Voilà, c'est pas un baromètre, c'est une conversation régulière avec nos collaborateurs. On a 2 enquêtes intégrales qui sont d'une 60aine de questions, surtout l'adhésion, la confiance, est-ce que je me sens bien? On pose même la question, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Ils ont la possibilité de choisir entre 5 mots. Je suis préoccupé, je suis perplexe, je suis dans l'expectative, je suis en confiance, je suis engagé. Donc vous voyez, on n'a pas peur des mots, si je puis dire. Non, mais rien que le fait que d'engager cette conversation, ça veut dire qu'on prête attention à la personne. Exactement, et je peux vous assurer, c'est la 3e édition que nous menons, puisque nous avons eu une première enquête intégrale en mars 2022, une enquête flash en novembre 2022, la dernière enquête flash que nous avons faite, c'est en juin 2023, nous avons 70% de taux de participation. Ce qui est énorme. Ça veut dire quoi, ce taux de participation, au-delà de l'analyse de tous les résultats que nous faisons? C'est qu'on va capter tout un tas de points de mesure, et surtout en participant autant, nos collaborateurs, ce qu'ils expriment avant tout, c'est que, ils considèrent le dispositif utile et qu'ils y prêtent de l'intérêt. Alors pourquoi ils y prêtent de l'intérêt? Parce qu'on ne se contente pas de faire un point de mesure. Ensuite, le management a l'obligation, accompagné par les RH, de partager en toute transparence, direction par direction, les résultats. Les bons comme les mauvais. Moi, je viens de le faire hier avec tous les collaborateurs de la DRH. Et ensuite, d'avoir des déclinaisons périmètre par périmètre au sein de chaque direction pour créer les conditions d'une expression collective. On va y revenir, voilà. Un petit teasing. Mais c'est intéressant de voir qu'en créant ces conversations... Je suis passionnée par le sujet. Ah, mais ça, c'est clair. Et merci d'être là, en tout cas. Effectivement, créer une conversation et ne pas se contenter d'écouter, mais ensuite parler et agir. On y revient tout à l'heure.
l'engagement. Alors, on dit souvent que les personnes sont en multi-activité, veulent faire plein de choses. On appelle ça le slashing. Hein. Tout à fait. Alors, quid du slashing versus l'engagement, puisque c'est un vrai sujet aussi, hein. En fait, on revient sur ce mantra triptyque sens, considération et sécurité. Le sens, et c'est là-dessus que ça va arriver. En fait, le sens, c'est pas le monopole de l'entreprise. C'est-à-dire, bien sûr que l'entreprise va donner la direction, le cap. Hein, c'est le rôle de l'entreprise. La vision. La vision, exactement, le sens. Mais c'est aussi poser le cadre pour permettre à chacun de trouver son sens. Et c'est là où c'est la difficulté, effectivement, parce qu'on a tous un sens différent au travail, même si on a le même travail. Donc, bon, bref. Et vous avez des entreprises qui proposent, dès l'arrivée dans l'entreprise, qui autorisent la multi-activité en disant, si tu as envie de faire autre chose, si tu as envie de créer ton activité, si tu as envie de te former, vas-y, fais-le. Tu es libre et il n'y a pas de problème chez nous, c'est pas un tabou. On le fait pas sous les radars. Parce qu'en fait, et c'est malin, l'entreprise peut aussi récupérer ses compétences. C'est-à-dire que, typiquement, je pense au CPF, qui a permis quand même, qui est une sacrée innovation. Qui a une sacrée innovation en France qui permet aux gens de se former sur ce qu'ils veulent. Donc là, je prends un exemple de ma sœur, par exemple. Je vois, j'ai en tête deux masseurs. Ma sœur, pas la vôtre, hein, non, ma sœur massage. Pardon, non, pas ma sœur. Pourquoi pas? Oui, mais bon, un autre sujet. Donc, je pense à deux masseurs, en fait, qui, du coup, une aide-soignante et un représentant syndical chez Safran, qui se sont mis, grâce au CPF, au massage et qui, du coup, en ont fait profiter leur employeur. C'est-à-dire que chez Safran, le représentant syndical s'est mis à proposer des permanences, massages dans le bureau du CSE. Et puis, l'aide-soignante a amélioré son geste pour ses patients pour pouvoir apporter un soin de meilleure qualité. Et dans les deux cas, aucun n'en a parlé à son employeur et l'employeur ne leur a pas proposé de faire ça. Mais a tilté après qu'ils récupéraient finalement une meilleure qualité de service, d'une certaine façon. Cercle vertueux. Oui. Vous disiez tout à l'heure, Anne, considération sans sécurité. Entrons un peu plus dans le décryptage de ces trois termes qui sont forts. Hein. Donc sens, on vient effectivement d'en parler et d'ailleurs ça me fait rigoler parce que Beyoncé, vous connaissez, tout le monde connaît, hein, voilà, Beyoncé, il y a 2 ans a sorti une chanson qui a encore été un tube planétaire. Elle a des millions de followers et elle a dit dégagez de votre boulot, trouvez du sens. Mince. Flûte. Ouais. Donc bon voilà, donc ça c'est intéressant. Bon, bref. Et puis après, on a, si on parle de considération, l'idée c'est et elle en parle très très bien, Patricia Ridel, dans ses recherches. Elle dit qu'effectivement l'idée c'est de pouvoir en fait ne pas avoir une charge mentale et penser que l'autre est un autre être vivant, le considérer comme un autre être vivant et pas juste comme un salarié. Et au-delà du salarié, c'est d'abord un être humain qui a des activités, quelque chose. Bref, bon, voilà. Donc c'est considérer l'autre comme un être vivant, lui dire bonjour. Ça devient de plus en plus rare. Bon, bref, voilà. Donc voilà, ça c'est la considération. Et on peut se dire que dans les formations, par exemple, si je prends un exemple très concret, former des salariés, c'est pas juste les envoyer en formation, comme on dit. Non, c'est leur proposer un contenu de qualité, avec des formateurs de qualité, avec un suivi de qualité pour vérifier s'ils augmentent et s'ils développent leurs compétences professionnelles. Donc ça veut dire leur proposer des formations qui sont adéquates. Hein. Oui, et qui les considèrent vraiment au sens où eux, de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs attentes. Voilà, pas juste la même chose pour tout le monde. Ça. Et puis après, la sécurité, du coup, derrière la sécurité, on a 3 sujets. La sécurité physique, qui n'est pas juste le sujet des entreprises industrielles où effectivement là c'est simple de se dire effectivement je mets mes EPI, j'ai les EPC, très bien, je diminue le nombre d'accidents de travail. Par rapport au TMS. Voilà, c'est pas juste pour les entreprises industrielles, c'est aussi un sujet pour les entreprises du tertiaire. Aujourd'hui, on passe notre journée assis derrière un écran quand on travaille dans une entreprise du tertiaire. Oui, bon, voilà. Et rester assis, c'est une position qui est aussi délétère pour la santé que fumer un paquet de cigarettes. Donc c'est quand même un sujet, parce que dans les entreprises du tertiaire, on est tout le temps assis. Donc bon, bref, donc la sécurité physique, c'était aussi un sujet pour l'entreprise du tertiaire. Et puis après, vous avez bien sûr le sujet de la sécurité psychologique. Ça, Claire en a parlé, nos intervenants de ce matin en ont aussi parlé. C'est très important de pouvoir être soi-même en entreprise, de ne pas avoir peur d'être sanctionné si on dit quelque chose qui n'était pas autorisé a priori. Voilà. Et puis, bien sûr, là, ces derniers temps, surtout la sécurité financière qui est revenue, parce qu'effectivement, en tant qu'employeur, on doit effectivement garantir à nos collaborateurs une sécurité financière. Les trois sujets importants que vous avez évoqués, considération, sens et sécurité. Claire, revenons sur cette conversation que vous engagez, que vous promouvez avec vos équipes pour tous les collaborateurs et collaboratrices d'AG2R La Mondiale. Vous disiez il y a 62 items. On voit qu'il y a une vraie adhésion. On ne force pas les gens à s'exprimer. Hein, c'est sur la base du volontariat. Donc ceux qui ne veulent pas répondre, et d'ailleurs on ne sait pas, puisque c'est totalement anonyme et confidentiel. On ne sait pas si c'est la même personne. On ne sait pas qui a répondu.
répondu, qui n'a pas répondu. On sait simplement le taux de participation au Global Group et direction par direction. Mais d'ailleurs, une non-réponse est une information. Donc une direction qui aurait un taux de participation très bas, et en particulier en comparaison du taux de participation groupe, devrait se poser la question, et se pose la question de se dire, mince, potentiellement, il y a un problème. Quelque part, ça permet de capter un non-engagement. Oui, un non-engagement ou un tout état de cause. Alors, soit un malaise qui était perceptible de tout un chacun, et tout le monde fait comme si ça ne se voit pas, on le met sous le tapis, parce que ça peut être ça aussi dans les entreprises, soit d'être passé à côté de quelque chose à travers les capteurs habituels que j'évoquais tout à l'heure, la perception du management, la perception des RH, les remontées terrain, perception des instances représentatives du personnel. Capteur, vous le dites, Claire, et un peu comme le baromètre AG2R La Mondiale, aiming sur l'absentéisme et l'engagement, c'est évolutif, il y a des nouveaux items qui apparaissent au fil du temps. Donc ça permet comme ça de voir les évolutions. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'être finalement dans une approche d'amélioration continue de nos pratiques. Oui, poste d'observation agile, en fait. Anne le disait tout à l'heure, et le baromètre le mettait en exergue, on va être de plus en plus face à des générations qui, elles, sont dans le changement. Donc, se projeter pas plus de 4 ans, ça ne m'étonne pas, parce que c'est fini les collaborateurs qui se projettent 15 ans ou 10 ans dans une entreprise. Et donc, nous, on a la responsabilité en tant que fonction RH et fonction managériale, parce qu'une fois encore, ce n'est pas que RH, d'être extrêmement agile dans la façon d'opérer. Et donc, ce qui marche peut-être pendant 6 mois sera peut-être plus opérant ensuite. Donc, le fait d'avoir ces points de mesure et surtout d'engager cette conversation régulière, de créer les conditions de l'expression du collectif sur les conditions de travail, nos façons de fonctionner, d'avoir des idées auxquelles on n'a pas pensé, ça nous permet de nous adapter. Alors s'adapter puis agir aussi, il ne suffit pas je t'écoute mais je ne fais rien derrière, on commence à en parler. Ça nécessite des plans d'action. Vous le faites en codir, Claire, et après il s'agit de cascader, c'est-à-dire de voilà. C'est-à-dire que, et là on commence à atteindre un premier niveau de maturité, je vais le dire comme ça, un premier niveau de maturité, c'est ça qui est très très intéressant. Pour atteindre des taux de participation à 70%, c'est que le management a pris conscience que c'était un outil à son service et qu'on n'était là, pas là, c'était pas un outil pour le sanctionner ou dire ça va pas chez toi. C'est pas du flicage. Non, c'est pas du flicage. C'est simplement de dire on va capter les choses. Si on a dans une direction une proportion importante de collaborateurs qui se disent perplexes et préoccupés, c'est que l'information, la communication, c'est pas suffisant. Et au-delà de ça, en effet, c'est de déterminer des plans d'action. Alors attention, quand je dis plan d'action, c'est pas l'usine à gaz. Le plan d'action en 100 actions, en 10 sous-actions par action. Non, ça peut être une seule et unique action, déterminée par le collectif au plus près du terrain, mais qui va être considérée comme étant structurante majeure et qu'on va suivre et piloter pour en partager le résultat à la séquence suivante. Et donc le contenu de notre baromètre, dans les questions, il y a un certain nombre de questions, un corpus qui va être identique d'une séquence à l'autre parce que c'est très intéressant d'historiser et de voir les évolutions, comme le fait le baromètre aiming d'ailleurs, d'une année sur l'autre. Et puis il y a certaines questions qu'on va ajouter parce que la situation aura évolué. Le contexte est différent. Et le contexte est différent, 6 mois après, et on veut aller sourcer et questionner un autre sujet. Et donc c'est interpellant, en fait on s'interpelle à travers ces résultats, et on s'expose, que les choses soient très très claires, parce que aller présenter après devant les instances représentatives du personnel ou devant les collaborateurs des résultats qui ne sont pas au rendez-vous, on s'expose, mais il faut avoir le courage de faire ça pour développer ce qui n'existe très probablement pas suffisamment dans les entreprises, l'expression au plus près du terrain, dans le collectif de travail. Ouais. Et que nos collaborateurs, y compris au sens individuel du terme, osent dire moi je ne me sens pas bien pour telle raison. Engagement et fidélisation des collaborateurs, on le voit de nombreuses actions. On va terminer nos échanges avant de répondre à vos questions. N'hésitez pas à réagir à ce que disent Claire et Anne, nos 2 premières invitées. Réaction Anne, et puis j'allais dire les facteurs clés de succès. Il y a les basiques. Là, je lisais dans votre ouvrage quelque chose qui était quand même intéressant. Platon a montré l'avantage de comparer l'harmonie de l'âme et du corps à celle de l'organisation politique de la cité. Donc là, c'est l'organisation de l'entreprise. Intéressant, Tout à fait. Oui, ça date pas d'hier. De faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc le care aussi, prendre soin de voilà. Oui.
Oui, et donc dans les facteurs clés de succès, effectivement, si on revient à la base, c'est choisir ses combats parce que on ne peut pas tout faire et voilà. Et puis surtout, en fait, typiquement, on doit bien segmenter ses cibles. Quelles sont les cibles de prioritaires? Et c'est pour elles que je vais déjà travailler en premier lieu parce que ces cibles prioritaires vont me permettre d'avoir mes parts business, enfin mon marché comme j'ai envie de le mener. Bien sûr. Donc voilà. Donc segmenter ses cibles, donc choisir ses combats, que cette stratégie expérience collaborateur soit bien connectée à la stratégie de l'entreprise. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est à côté. Effectivement, les RH ont le lead, mais ne sont pas seuls. Et ça, vous avez tout à fait raison, Claire, de le rappeler. C'est très important. Et puis les indicateurs. Et Claire en a parlé. Effectivement, vous avez les indicateurs comme les baromètres, baromètres internes. La règle, c'est de ne pas avoir 450 000 indicateurs. C'est tout à fait ce que Claire disait, parce qu'il n'y a rien de plus pénible pour tout le monde de remplir des tableaux qui finalement ne servent peut-être pas tant que ça. Donc la valeur ajoutée de tout ce travail, de toute cette charge qu'on ajoute à la charge, elle n'est pas démontrée. Donc je pense aussi à un indicateur tout simple sur n'importe quel projet qu'on peut mettre en place, c'est le NPS. Que ce soit une formation, que ce soit détracteurs et promoteurs. Hein, voilà, c'est simple, ça parle à tout le monde, c'est un chiffre et tout de suite, ça nous permet de savoir. C'est du marketing aussi. Mais exactement, quand je dis que la méthodologie qui est derrière, c'est du marketing, c'est ça. Claire réaction par rapport à ça? Oui, moi je pense que c'est extrêmement important. Hein, ça nous permet d'avoir des points de mesure très rapides, de façon agile. En revanche, il ne faut pas rester statique par rapport à la donnée. Il faut aller ensuite chercher ce qu'elle veut dire derrière. Hein. La data, il faut la faire parler. La data, faut la faire Claire, vous disiez tout à l'heure, on parlait de cette semaine de 4 jours, on parlait de cette charge mentale, on parlait de cette pression qui est de plus en plus importante. Peut-être un message à faire passer par rapport à ça? Oui, alors, il y a les fans de la semaine de 4 jours. J'en fais pas en partie, creux, c'est le week-end de 3 jours. Hein, oui, mais... non, mais ce que je veux dire. Moi, je fais beaucoup de choses en 4 jours. Hein. Je ne suis pas fan... Enfin, je m'interroge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je m'interroge sur la question de la semaine de 4 jours. J'en parlais au début de notre table ronde. Il y a un vrai sujet d'intensification du travail. Il faut faire attention, je pense, à ne pas s'engager dans des dispositifs dont le bénéfice serait très éphémère. On le voit bien avec le télétravail. Les entreprises qui étaient au télétravail avant la pandémie, qui étaient à 2 jours de télétravail, après la pandémie, on veut toujours plus. Passer à 3, et passer à 4, et passer à 5. Donc il y a un vrai sujet, en fait, de mise à distance de l'employeur. Je me sens bien avec mon employeur quand je suis un peu à distance. Hein, ça peut être ça. Mais on voit bien que ça retombe. C'est-à-dire qu'il y a un effet un peu bénéfique rapide, puis ça dure quelques mois, et ensuite ça retombe. La semaine de 4 jours, la problématique, c'est soit on réduit le temps de travail, et donc ça peut être gérable, mais si on doit faire en 4 jours ce que l'on faisait jusqu'à présent en 5, alors qu'on est déjà dans une configuration d'intensification du travail, ça peut paraître extrêmement difficile en matière de charge mentale. Comme le full télétravail aussi. Hein. D'ailleurs, certaines entreprises en reviennent du full télétravail. On le voit depuis quelques mois, il y a des retours. Mais tout est une question aussi de mode, on s'essaye. Tout est à cause. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il ne faut pas adopter une position radicale dans les positions qu'on affirme et qu'on affiche. Il faut expérimenter. Parce qu'on voit bien qu'en effet, je partage tout à fait le point selon lequel l'organisation du travail va être amenée à évoluer dans les années qui viennent. Ça, c'est une certitude. Ça ne va pas se faire de façon brownienne. En tout cas, moi, j'y crois pas. Ça va se faire de façon progressive. On a, nous, un rôle à jouer, fonction RH, et également le management, en interaction avec nos collaborateurs, dans le cadre d'une expression collective, pour la faire évoluer. Et donc, pour évoluer dans cette organisation du travail, il faut qu'on expérimente des choses. Et il ne faut pas s'interdire d'arrêter quelque chose si on considère que ce n'est pas opérant et que ça peut avoir un impact moins bénéfique sur la santé de nos collaborateurs. Et en plus, vous le faites beaucoup, des petites actions qui entraînent des grandes solutions et des grands bénéfices. Oui. Proposez à vos collaborateurs une expérience qui vous ressemble et qui décuple vos performances business. Voilà, ça a du sens. Les questions que vous nous posez, qui arrivent en direct ce matin dans le cadre de cette émission et de ce baromètre, il y en a une qui arrive. Dans mon entreprise, je constate également un engagement différent selon les générations. Les jeunes générations semblent moins engagées. Est-ce une tendance observée chez vous, par exemple? Qui veut répondre? Alors, je ne sais pas si les jeunes générations sont moins engagées. J'aurais envie de dire qu'elles sont engagées différemment. Les slasheurs. Hein, voilà, elles sont engagées différemment et il faut trouver les leviers justement de faire qu'elles vont complètement pulser. Donc ça, c'est lié à la culture de l'entreprise, à l'environnement. Enfin, Anne a très probablement aussi sa propre vision, mais
Je pense que c'est un engagement différent, c'est pas un moindre engagement. Vous dites souvent, Claire, quand on travaille ensemble, il faut que les gens se disent « je sers à quelque chose ». C'est aussi... Pour moi, il y a deux choses, en fait. C'est avoir le sentiment de contribuer à quelque chose, de se dire moi, j'ai eu ma part dans cette réussite, même si c'est epsilonesque. Puis moi, j'ai un grand mantra, depuis de nombreuses années que je partage avec les managers et les collaborateurs, c'est qu'il faut être dans le plaisir. C'est ça. Le plaisir, c'est un moteur, que ce soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Quand on est dans le plaisir de ce qu'on fait, même si on est sur un projet super difficile, on est capable de soulever des montagnes. On est à fond. Mais oui, donc quand on a la question de l'engagement, c'est aussi lié au plaisir. Il faudrait presque d'ailleurs qu'on aille sourcer cette question auprès de nos collaborateurs. On n'exclura pas de le faire dans notre baromètre d'engagement. Est-ce que vous êtes dans le plaisir de ce que vous faites ? Moi, c'est une des premières questions que j'avais posées d'ailleurs aux 1200 managers du groupe quand j'étais arrivée en 2018. On peut peut-être le rajouter dans l'intitulé du baromètre. Pourquoi de l'absentéisme, mais non, mais oui, mais attendez. Oui, oui. Il n'y a que ça qui compte. Réaction, Anne, par rapport à cette question et le côté slasher qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, alors c'est très intéressant, effectivement, de se dire que les jeunes, ce n'est pas une question d'âge, parce que les managers de transition, quand même, 72% d'entre eux ont plus de 50 ans. Donc, on voit que en fait, le sujet, ce n'est pas les jeunes. Le slashing, ce n'est pas un sujet de jeunes. Voilà. Et donc, pour le reste, je suis complètement d'accord avec ce que disait Claire. Enfin, je n'ai rien à ajouter. Moi, j'ai une question pour vous, Anne. Alors, l'apprentissage, c'est au cœur de vos engagements, de votre passion. S'il y avait un souhait à formuler, qu'est-ce que ce serait ? J'adorerais bosser sur l'école, sur l'apprentissage des enfants, parce que je pense qu'on est en train de leur apprendre des choses qui, définitivement, ne leur serviront pas dans le nouveau monde du travail qui se dessine. Donc, moi, j'aimerais beaucoup travailler sur les soft skills, par exemple, pour les plus jeunes. Ouais. Claire, l'expérience collaborateur est un vrai sujet dans une entreprise. Je suis d'accord avec Claire Silva que ce sujet doit être porté par tous les managers, nous dites-vous, vous qui avez posé cette question, mais encore faut-il qu'ils aient envie de partager ce sujet. Oui, mais c'est à nous de trouver les leviers et de travailler ensemble. Là, on le voit, nous, sur le baromètre d'engagement. Au début, on avait une forme de frilosité du management parce qu'ils avaient le sentiment que la fonction RH mettait en place un dispositif pour les noter et pour qu'on utilise les résultats en disant chez toi, manifestement, ça ne va pas bien, les indices. Et en fait, dès le deuxième point de mesure, ils ont pris conscience que c'était un outil de discussion, un objet, finalement, qu'on met sur la table avec ses collaborateurs. Et du coup, cet objet, il est neutre, en fait. C'est des résultats factuels qui ont été l'expression des collaborateurs. Dès lors que le management arrive à se départir de cette sensation de j'ai la responsabilité de ces résultats, et plutôt d'être dans une approche de dire écoutez, nous sommes X% à avoir exprimé qu'on n'est manifestement pas tout à fait satisfait de tel sujet, le fait de dire nous et de s'inclure avec le collectif des collaborateurs, c'est pas la même chose que de dire vous me dites que non. C'est tous ensemble, c'est nous. Oui, on est loin du command and control, voilà, on est vraiment de l'horizontal. C'est à nous, pour répondre à cette question, voilà, c'est à nous d'inventer ensemble et les managers peuvent nous donner aussi des idées. Il faut surtout qu'ils n'aient pas peur de penser qu'on les juge. Personne n'est là, on est un collectif. Mais je pense que vous le voyez, vous, Claire, au fil du temps, le fait d'établir cette conversation, on est loin des EAE, là, où on se dit les choses. Voilà, Oui, et moi, une fois encore, je crois beaucoup. Vous savez, il y a longtemps, on parlait des cercles d'expression, les lois Auroux, etc. Mais moi, je crois beaucoup à la capacité d'aller trouver des leviers au plus près du terrain en recréant les conditions d'une expression du collectif, que les gens se parlent. Arrête de s'envoyer des mails. Intelligence spirituelle, quelque part, Anne. Ah là là, on voit l'intelligence spirituelle arriver dans les entreprises, on voit des grandes écoles avoir des chaires intelligence spirituelle, et j'y crois beaucoup. Il y a un très beau documentaire de Valérie Séguin qui explique ce que c'est, parce qu'on a peur, quand on parle d'intelligence spirituelle, on se dit « Oh mon Dieu, un gourou, des sectes, de la religion ». Pas du tout, ça n'a rien à voir, et ce documentaire l'explique très bien. En fait, c'est juste se considérer comme des êtres vivants et agir en tant que tel. C'est ça, l'intelligence spirituelle. Passionnant échange, mesdames. Merci beaucoup. Est-ce que la météo RH est au beau fixe? Oui, me dit Sofiane. Alors voilà, le nuage de mots. Je vous posais la question tout à l'heure. Quel est votre défi RH actuel le plus prégnant? Peut-être vous pouvez réagir très rapidement. Absentéisme, recrutement, engagement.
travail, turnover, santé. C'est un peu ce qu'on vient d'évoquer. Oui, et c'est tout ce qu'on vit au quotidien. Voilà. Merci en tout cas de nous aider à faire cette météo RH en instantané. Merci beaucoup Claire, c'était un plaisir. Merci Frédéric, merci Anne. Merci Anne, merci à vous deux. Autre sujet, et non des moindres, avec nos experts, DRH, le point de bascule, quelle solution pour demain? C'est la deuxième thématique et c'est maintenant. Voilà, nos invités nous rejoignent sur ce plateau. On est toujours en direct. Merci de nous suivre 11h24 sur ce baromètre Aiming AG2R La Mondiale sur l'absentéisme et l'engagement. Il est président fondateur de Parlons RH, auteur du cahier des tendances RH. Thomas Chardin. Cher Thomas, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, directrice marketing et innovation pour AG2R La Mondiale. Elisabeth Sabat, bonjour Elisabeth. Bonjour Frédéric. Ça va bien Thomas. Oui, très bien, merci. Ravi de vous retrouver tous les deux. Déjà peut-être réaction en une minute, avec le petit ding à la fin de la minute, sur ces résultats, commentaires, résultats et réactions aux chiffres. Elisabeth, on commence avec vous. Du coup, tout ce que l'on voit là depuis cette matinée, c'est vraiment l'absentéisme en tant que tendance structurelle. Je pense que tout le monde l'a dit. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de plaisir au travail, d'engagement collaborateur, de symétrie des attentions. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises mettent en place tous ces dispositifs. Maintenant, il va falloir les incarner. Voilà. Donc, aujourd'hui... globalement, le diagnostic est fait. Il y a pas mal de choses qui ont été créées autour notamment de l'expérience collaborateur. J'insisterai sur l'incarnation et le supplément d'âme que doit avoir l'entreprise pour vraiment le mettre en place. On est encore sur le concept marketing, je dirais. Maintenant, il va falloir vraiment que sur le terrain, les collaborateurs soient convaincus et du coup ressentent cette notion de plaisir au travail et d'expérience collaborateur. Voilà. Donc, j'insisterai sur l'incarnation. Incarnation, intéressant. Incarnation, ça veut dire une personne qui est derrière tout ça. On y reviendra avec vous. Merci Elisabeth. Thomas, réaction aux chiffres, commentaire par rapport à ces résultats de la 15e édition. Tout petit commentaire par rapport aux commentaires, si je puis me permettre. Ouais. Évidemment, je souscris aux propos. L'humain avant tout, ne l'oublions pas. 3 mots-clés pour résumer un peu ce que je retiens de ce baromètre. D'abord, c'est la référence du marché pour moi. Ça fait 15 ans que je le lis avec beaucoup d'intérêt, je dirais presque avec passion, pour rester dans l'humain et dans le côté sentiment, émotion, mais vraiment avec beaucoup d'intérêt. Ça, c'est le premier mot, la référence. Le deuxième mot, je dirais que structurel aussi. L'absentéisme est un phénomène structurel et on le voit bien, le baromètre nous permet de mettre en perspective les chiffres et on voit que malheureusement, ce phénomène augmente d'année en année, à l'exception de la crise Covid. C'est en cela, c'est un peu endémique et social. C'est-à-dire que la maladie, l'absentéisme est une maladie qui conviendrait de corriger. Mais ce n'est pas une fatalité. Et le troisième mot, je dirais que c'est un enjeu ou un sujet systémique et qu'on ne peut l'adresser que justement en embrassant large et global et transversal. C'est d'ailleurs certainement parce que c'est compliqué, l'approche systémique, qu'on rencontre un certain nombre de difficultés. Voilà, on va y revenir évidemment avec vous deux. DRH, le point de bascule, quelle solution pour demain? On l'a vu, un contexte en évolution, des injonctions paradoxales, une fonction RH qui se retrouve en première ligne, les managers aussi. On va voir quelles sont les actions, après le décryptage évidemment. On aura l'expertise RH avec vous, Thomas. Je rappelle le salon HR Technologie que vous avez lancé l'année dernière, cette année avec beaucoup de succès. Je me projette déjà les 24 et 25 janvier prochains à la porte de Versailles. Elisabeth, un parcours riche chez Orange, management de transition, et puis la création d'entreprise également. On va voir avec vous justement le management par rapport à ces sujets. Décryptage. Alors, management de décryptage, donc je remettrai quand même en perspective le contexte qui a été repris, donc évolution en termes d'environnement technologique.
grosse évolution aussi des attentes des collaborateurs, des individus sur leur vie professionnelle. Aujourd'hui, on voit bien que l'activité professionnelle est un des éléments de la vie privée, mais pas le seul. Donc aujourd'hui, chacun, les individus, repensent leur activité professionnelle dans le cadre dans une globalité autour de leur vie en général. Ça veut dire que ce qu'on constate déjà depuis plusieurs années, mais qui risque de s'accélérer, c'est que je souhaite, je vais travailler pendant 40, 45 ans, 50 ans, je vais changer de métier. Je vais accéder à des nouvelles formations. Donc de plus en plus, on va avoir des collaborateurs qui sont des individus qui font un métier à un instant T, mais dans une dizaine d'années, ils feront un autre métier. Donc il faut que nous aussi, en tant que manager, on sache appréhender et comprendre que l'individu, dans sa globalité, à un moment, il va être amené à changer. Alors, oui, pardon, je vous ai coupé, je vous en prie. Non, mais du coup, une petite anecdote. Là, je rencontrais une ancienne consultante avec qui j'avais travaillé à la Banque Postale. Quelqu'un qui avait fait une grande école, très performante, etc., qui était rentrée dans un cabinet de conseil, classiquement. Et elle a 35 ans, elle a été très contente de tout ce qu'elle a fait. Et je lui dis, qu'est-ce que tu deviens ? Elle m'a dit, je passe une formation pour être sage-femme. On se dit ça, c'est très anecdotique, c'est un cas, voilà. Mais non, aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on rencontrait plutôt à 40, 45, 50 ans, où on se disait, je veux redonner un petit peu de sens aussi à ma vie. Et du coup, j'ai fait un métier pendant 20, 30 ans, mais maintenant, je souhaite avoir une activité manuelle ou ouvrir un commerce. Aujourd'hui, on le voit sur les jeunes de 30, 35 ans. Donc aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont des individus qui vont changer de métier tout au long de leur carrière. Et par rapport à ce que vous dites, Elisabeth, donner un sens à sa vie, ça veut dire aussi que l'entreprise, on doit comprendre où elle va et que je dois avoir un sens. Claire y faisait référence tout à l'heure, pour me lever le matin et y aller, avec plaisir. Alors, c'est les éléments qu'on a repris par rapport notamment au rôle du manager et puis au rôle de l'entreprise dans sa globalité. C'est donner du sens. Donc, du sens, c'est quoi ? Donc, déjà, c'est aimer l'entreprise dans laquelle on va travailler. Aujourd'hui, on voit bien... Prérequis, qu'on soit, quel que soit l'âge, on a besoin du coup de comprendre ce que fait l'entreprise, pour qui elle travaille, et du coup d'aimer ce qu'elle produit. Donc on a des clients en face, des clients externes, des clients internes. C'est quoi la matière ? Nous, à G2R, la mondiale, c'est vrai qu'on travaille sur la protection de l'individu, protection de l'entreprise, mais on a besoin du coup d'avoir du sens par rapport à l'entreprise. Pour pouvoir adhérer. L'entreprise incarne des valeurs, et on a besoin d'adhérer à l'entreprise. Et l'individu, justement, par rapport à son parcours de vie, son parcours professionnel, il choisit aussi des entreprises, et on le voit beaucoup sur les jeunes générations. Il faut que ces entreprises aient un sens par rapport à le parcours de vie qu'ils se sont fixés. Voilà, il faut que ce soit en phase, avec les aspirations. Exactement. Thomas, par rapport à ces sujets d'engagement, par rapport à ces sujets d'attractivité, de fidélisation, on en parle beaucoup depuis le début de cette émission, décryptage par l'expert que vous êtes de ces sujets, et en particulier pour les DRH. En fait, il y a effectivement tout un ensemble, je pense qu'on en a bien parlé dans la matinée, un ensemble de tendances sociétales avec des changements d'attente, d'aspiration des collaborateurs. Moi, je voudrais juste parler des enjeux RH, mais qu'on a aussi beaucoup évoqué ce matin, mais essayer de les synthétiser, même s'il y a souvent autant d'enjeux RH qu'il y a de DRH ou d'entreprises en France. Donc, mon propos sera forcément réducteur. Pour moi, il y a 3 grands enjeux qu'il convient d'adresser en 2023 et puis sur les années futures. Le premier, vous venez de l'évoquer, c'est celui de l'attractivité. Premier enjeu, l'attractivité. Les entreprises, il y a 32% des entreprises en 2016 qui avaient des difficultés de recrutement. C'est aujourd'hui, en 2023, 61%. On assiste ça a doublé presque. Voilà, on assiste à une croissance quasiment de 100%. Et en plus, cette croissance, elle est continue, régulière. Ça ne va pas s'arrêter, malheureusement. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais on va atteindre les 80% d'entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Ça, c'est un premier point. Et en plus, cette difficulté-là est généralisée. Quelle que soit la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, les métiers recherchés, le bassin d'emploi, c'est totalement généralisé. En fait, ce qui va
différer en fait, d'une entreprise par rapport à l'autre, ça va être l'intensité de sa difficulté à recruter. Donc je pense que si les professionnels RH nous écoutent, ils le vivent certainement au quotidien, mais il faut prendre conscience que ça va continuer, malheureusement. Attractivité, donc le premier enjeu. Premier enjeu, attractivité. Deuxième enjeu, la fidélisation. Le turnover a doublé en 20 ans en France. Est-ce qu'on a doublé pour autant les moyens de mettre sous contrôle le turnover ou de le réduire? Aujourd'hui, si vous êtes primo-accédant à l'emploi, vous avez la probabilité de 46% que vous restiez moins d'une année. Presque un jeune sur deux. C'est pareil sur les CDI, c'est un tiers des CDI qui ne restent pas une année. Alors, il n'y a pas de phénomène de grande démission, the Great Resignation à l'américaine, mais on a atteint le seuil, le plafond ou le plancher, je ne sais pas dans quel sens on peut se positionner, de 500 000 démissions par trimestre en France. Là aussi, il va falloir se saisir du sujet beaucoup plus en profondeur d'un point de vue systémique, peut-être en appréhendant justement le rôle, en tout cas l'aspect holistique de l'individu dans toutes ses facettes, pour éviter de construire un modèle RH qui est celui du tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire l'eau du bain des talents se vide plus vite qu'il ne se remplit et on a tendance à regarder que le robinet d'arrivée, qu'est le recrutement. Le premier levier d'amélioration du recrutement, c'est la fidélisation. Ça, c'est le deuxième enjeu. Et puis le troisième, c'est le thème du jour, de la matinée, c'est l'engagement et l'absentéisme. Ah oui. Et là, le baromètre met bien en exergue le fait que l'absentéisme... Alors, l'absentéisme physique, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'absentéisme moral, le fameux quiet quitting, qui augmente même oui, donc on a du présentéisme avec des gens qui sont là sans être là. Exactement. Claire l'évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, ils sont physiquement là, mais leur engagement, leur morale, leur énergie est ailleurs. En fait, ils sont là, mais ils s'en foutent. Disons-le plus crûment, voilà, c'est ce qu'on vit au quotidien. Après, il y a l'absentéisme physique qui augmente d'année en année, plus 75%. Si on prend en 2011, c'était 14 jours d'absence. On est à 24,5 jours d'absence. On est à 2 salariés en moyenne absents. On a du polyabsentéisme. On a un vrai enjeu là pour éviter de construire des entreprises qui est une forme de machine à broyer où on a du mal à recruter. Quand on recrute, on a du mal à conserver. Et quand on conserve les collaborateurs, ils sont plus ou moins là, engagés. mais pas là intellectuellement ou moralement, ou alors pas là. Ça devient particulièrement compliqué, et d'où la difficulté d'embrasser ces enjeux, effectivement. Alors merci Thomas d'avoir évoqué ces enjeux-là. Alors on n'est pas là pour plomber l'atmosphère, mais se dire les choses. Et justement avec Elisabeth et avec vous Thomas, on va voir quels sont les leviers, les actions pour demain. Elisabeth, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on adopte comme stratégie? Vous commenciez à en parler, donner du sens. S'il y avait des items qui nous permettent de voir un petit peu comment faire. Alors, comme Thomas, je vais structurer en 3 parties. Donc, on va dire, sur le manager, un rôle central, on va dire les 3 I. Ouais. I comme inspiré, le premier, qui renvoie à tout ce qu'on dit sur donner du sens. Donc, donner du sens, c'est à la fois l'entreprise dans laquelle on travaille, puis après, le projet de l'entreprise et moi, mon métier, ma tâche dans cette entreprise. Donc, aujourd'hui, le manager doit adresser l'ensemble de ces sujets, réexpliquer bien le rôle de l'entreprise, réexpliquer le projet de l'entreprise et permettre à l'individu de pouvoir incarner ce projet, donc lui redonner le sens de son activité. Ce que disait Claire tout à l'heure, c'est-à-dire quel rôle je joue, moi, dans ce collectif-là. Exactement. Donc, inspirer, premier item. Ouais. Inspirer. Intéresser, deuxième item. Alors là, du coup, c'est un de mes sujets un peu chouchou, autour de l'autonomie. Du coup, on dit il faut réadresser le collaborateur, il faut qu'il soit intéressé. Mais pour qu'il soit intéressé, il faut qu'il ait une certaine autonomie. On considère qu'aujourd'hui, un collaborateur, il a un métier, il a une activité à faire et globalement, c'est l'expert, c'est le sachant sur ce domaine et il faut lui faire confiance. Et du coup, il faut lui faire confiance dans la façon de dérouler le sujet, de dérouler son activité. Et donc, il faut lui laisser une autonomie suffisante. Je dirais un terrain de jeu. Une sorte de périmètre. Une sorte de périmètre où il sait que là, il peut organiser son activité. Et là, ce n'est pas le travail qu'il a à faire, mais c'est son travail. Donc, moi, je crois beaucoup, en tant que manager, à l'autonomie des collaborateurs. Bien évidemment, ça ne se fait pas sans driver, il faut bien donner, globalement, on cadre, on donne le chemin, mais à chacun par rapport à son métier, du coup, de pouvoir l'exercer
de laisser une certaine autonomie. Donc chacun dans son compartiment du jeu, avec cette autonomie. Inspiré, intéressé, et troisième item ? Et impliqué dans le sens où je renvoie plutôt au collectif. Je sais qu'on en a beaucoup parlé. Et du coup, chacun a son terrain de jeu. Donc, si on regarde un terrain de foot ou de rugby, chacun a son rôle. Son poste, on va dire. Ça marche. Voilà, chacun a son poste. Mais ça marche aussi, le collectif fonctionne. Donc, troisième item, autour de l'implication du collectif. Alors, l'implication du collectif, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que généralement, on parle de collectif d'une équipe, après collectif de direction, mais là, il faut vraiment que ce soit le collectif au sens large de l'entreprise. Donc là, on a un enjeu aussi dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, c'est que généralement, on travaille beaucoup le collectif de son équipe, mais pour faire son métier, pour faire sa fonction correctement, il n'y a pas uniquement qu'une équipe. Les sujets, généralement, ils traversent toute l'entreprise, ils sont transverses, ils traversent toutes les directions. Donc, il faut aussi savoir travailler avec d'autres directions qui ne sont pas forcément dans mon périmètre, et se faire confiance. Donc, on a le collectif avec un grand C, qui est augmenté, et puis savoir se faire confiance. Et se faire confiance, ça veut dire qu'aussi, je sais que cette direction, c'est son terrain de jeu, c'est son périmètre d'activité. Je sais qu'elle va bien le faire, donc je lui fais confiance. Donc c'est le collectif avec un grand C qu'il faut qu'on adresse dans sa globalité. Et on revient à, si du coup le sens est donné, si les managers dans leur globalité ont bien donné du sens et qu'il y a bien un projet d'entreprise fédérateur, on va dire que ça se décline plus facilement. Voilà, on engage le cercle vertueux. Voilà. Inspiré, intéressé, impliqué. Intéressant, j'ajouterai un autre vocable. Thomas, les solutions, comment on agit, votre regard d'expert? Je vais rajouter un I, qui est l'imbrication des chantiers. Non, mais effectivement, ce qui est difficile, c'est comme tous ces enjeux-là sont imbriqués, sont presque hybridés les uns les autres, il est difficile d'agir. Donc, il faut se donner des marges de manœuvre pour agir. Je parlais d'enjeux systémiques. Moi, j'ai arrivé avec un système D, 3D, qui vont dans la continuité des 3 I pour donner des ID aux participants. Jeu de mots. Pardon pour cela. Non, le premier D, c'est d'abord de déléguer. De déléguer les missions à moins de valeur ajoutée. Alors, je sais que quand j'évoque ça, c'est pas si simple pour les professionnels RH que d'abandonner d'une certaine manière un certain nombre de missions technico-juridico-comptables qui font l'histoire de la fonction, très drivées par le Code du travail, par le réglementaire. Mais je pense que ça ne concourt pas à cette dynamique de transformation qu'on attend et à des missions à beaucoup plus forte valeur ajoutée qui sont attendues. Je pense à la paye, je pense à l'administration du personnel pour certaines tâches, je pense à l'administration de la formation qui est très chronophage, au recrutement volumique quand ils sont donc en nombre. Voilà, il y a plein d'autres sujets comme les contrats de travail. Donc d'abord déléguer à d'autres, en interne ou en externe. Qui font donc mieux. On libère du temps et des compétences. On libère du temps, même de l'énergie et même du temps. Vous alliez dire du temps de cerveau. Exactement, du temps de cerveau disponible. Voilà. D'un coup, on en libère. Premièrement, donc déléguer. On va encore gagner du temps avec le deuxième point qui est digitaliser. Alors là aussi, ça peut paraître convenu. Dans une économie en voie de digitalisation, ça paraît évident. Sauf que la fonction RH est encore sous-équipée en matière digitale. Il y a une forme de... Il n'y a pas forcément beaucoup d'appétence sur le sujet. On a des taux d'équipement qui sont assez faibles sur des fonctionnalités, des pans fonctionnels assez standards. Vous avez par exemple, on parle de recrutement et des difficultés de recrutement, 90% des entreprises ne sont pas équipées pour mesurer l'expérience candidat. 90% des entreprises. Or, on a vu que c'était le pré-boarding qui était encore plus important. Alors, le pré-boarding, c'est une fois qu'on a postulé, qu'on a signé son contrat de travail, mais même en amont, les candidats, il y a très peu de candidats pour lesquels on se soucie de leur expérience. C'est comme si ça a été facile. C'est comme si on avait un magasin qui ne marche pas bien, mais on ne se soucie pas de ce que pense le client qui n'achète pas. Donc pourquoi il n'achète pas, se soucie ça. Donc je parlais juste en termes de solutions digitales. En France, on est très dynamique. Il y a notamment le Lab RH qui rassemble 300 startups qui proposent des solutions sur tous les domaines. Et donc là, il faut vraiment qu'on puisse passer à l'acte. En fait, les DRH sont très croyants, mais peu pratiquants en termes digitaux. D'où HR Technology. D'où, HR Technology. La technologie, il faut s'en servir
pour justement s'en asservir. Et ça ce n'est pas la finalité, ce n'est uniquement un moyen. Délégué, digitalisé pour gagner du temps, de la bande passante, du temps de cerveau disponible. Et le troisième point qui me semble essentiel, qui est en fait la finalité, c'est se distinguer, se différencier. C'est le troisième D. Se démarquer, hein, quelque part. Se démarquer. Je vais reprendre voilà, se démarquer, effectivement. Il faut cultiver sa différence RH parce que le monde a changé, effectivement, les attentes ne sont plus les mêmes. Et je vais reprendre votre terme, il ne s'agit plus d'être intéressé pour une personne, pour quelle candidate, ou par un collaborateur pour qu'il soit fidèle et engagé. Il faut être intéressant pour lui. Et donc, c'est un changement de prisme complet, qui est donc qu'il faut appréhender ses attentes, ses frustrations, ses besoins, ses irritants, pour essayer de mieux y répondre. Mais c'est un changement de paradigme vraiment très important. Posture complètement différente. Posture. Et donc, il faut passer au marketing RH. Le marketing RH, c'est écouter des attentes, des besoins, des frustrations, je l'ai évoqué, sur tous les domaines, la rémunération, la reconnaissance, l'ambiance, sur tous les sujets, pour essayer d'y répondre dans le cadre d'un business model. C'est pas parce que tous les salariés veulent 10% d'augmentation ou 15% qu'on va leur donner. On est contraint budgétairement et contraint légalement. En revanche, il faut passer à ce marketing RH. La différence RH, c'est en fait l'âme de l'entreprise. Et une entreprise qui n'a pas d'âme, c'est une entreprise qui n'a pas d'armes. Donc on ne gagne pas la guerre des talents avec les armes du passé et on continue encore aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises à manager comme au siècle précédent. Et le marketing RH, pardon de vous couper Thomas, c'est une manière aussi de faire entendre la voix des RH dans un comité de direction et dans l'entreprise. Hein. Bien sûr, il faut... le DRH a toujours eu ce positionnement un peu presque ambigu, presque paradoxal. Il est un peu entre l'enclume et le marteau. Ouais. Mais en en fait, son support au départ, hein, voilà, considéré comme tel. Hein. Et voilà, ça a beaucoup bougé, hein, heureusement. Oui, j'espère bien. Bah oui, en fait, il doit faire le lien. La fonction RH doit être à l'organisation ce que l'œuf est à la mayonnaise. C'est-à-dire un agent de liaison, un tisseur de liens. Le temps passe, les œufs durs, hein, comme dirait l'autre. Ah, c'est ça. Non, mais il doit créer du lien et considérer l'interrelation comme étant, évidemment, non pas du temps perdu, mais du temps à valeur ajoutée. Donc, il doit bien faire le lien pour retrouver cette transversalité, reconnecter l'entreprise aux parties prenantes et faire écho au monde moderne. Déléguer, digitaliser et démarquer, se démarquer, ce que disait Thomas. Pour terminer, Elisabeth, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces actions bénéfiques qu'on peut engager ? Du coup, sur 3 axes, on en a beaucoup parlé autour donner du sens, donner du sens, donner du sens. Ouais. C'est vraiment, du coup, la place de l'entreprise dans la société et ma place dans l'entreprise. Autonomie. Je reviens beaucoup là-dessus parce que, du coup, Thomas l'a dit avec délégué, c'est des sujets qu'on évoque depuis de longues années dans les entreprises. On n'y est pas encore. Du coup, on a beaucoup testé, on met en place beaucoup de méthodes, par exemple avec la méthode agile, où on redonne de l'autonomie à un groupe d'individus. On a beaucoup de projets, mais ça reste des axes d'amélioration importants. Et quand on dit autonomie, c'est aussi le droit à l'erreur. Ça veut dire que les collaborateurs, quand on accepte qu'il y a une certaine autonomie, il y a la possibilité de se tromper. Et du coup, il faut aussi renvoyer autour du droit à l'erreur. Et puis, 3e élément, on en a un petit peu parlé, et beaucoup d'entreprises qui déclinent les valeurs. Vous savez, dans des entreprises, on a quelles sont les valeurs de l'entreprise. C'est un peu comme la raison d'être. Voilà, c'est un peu comme la raison d'être. On affiche ça. Et puis, depuis quelques années, il y a une valeur qui est autour du plaisir. Donc, c'est pareil, c'est des choses que l'on affiche. Et je reviens un peu sur le début. Maintenant, il faut vraiment les incarner. Et il faut retrouver le plaisir de travailler en entreprise, que ce soit une petite entreprise, une entreprise moyenne ou une grande entreprise, vraiment le goût de l'entreprise, qui est quand même un magnifique lieu de rencontre entre des individus. On a vu que la machine à café manquait pendant le Covid. La machine à café d'origine culturelle, sociale, diverse, qui est un lieu de rassemblement et, en définitive, d'épanouissement personnel. Et on le voit, pour vous, à G2R La Mondiale, c'est montrer que l'entreprise a un rôle sociétal et quelque part, je vais m'épanouir et prendre du plaisir parce que mon entreprise a un rôle dans la société. Exactement. Et donc, on revient, du coup, au sens qu'a l'entreprise dans laquelle on travaille dans la société et à G2R La Mondiale par rapport à cette notion de protection. Moi, je reviens vraiment et je réinsiste sur le fait que beaucoup de choses sont en place, que ce soit au niveau des DRH, au niveau des différentes directions, dans l'ensemble des entreprises. Maintenant,
il faut vraiment que ça s'incarne et il faut que le collaborateur sente que tout ce qui est dit, tout ce qui est mis comme la raison d'être, c'est vraiment ce qu'il vit au quotidien. Voilà. Et c'est ça qui fera la différence, parce que s'il le vit au quotidien, globalement, il choisira d'intégrer cette entreprise pour ces raisons-là. Et on l'a vu aussi au niveau de la promotion, hein, c'est qu'à la rigueur, le meilleur recruteur reste le collaborateur. Hein, quand il se sent bien, quand il travaille bien dans son entreprise, quand les sujets l'intéresse et le concerne, il en parle autour de lui. Il est promoteur. Et c'est pour ça qu'il est promoteur. Et on revient au marketing, au marketing RH, au NPS. Thomas, le mot de la fin avant les questions que vous nous avez posées. En fait, il y a la raison d'être, mais la manière de faire, si j'entends bien. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans l'âge du faire, F-A-I-R-E, pour rester dans les formules. Mais en fait, je crois que pour ça, pour justement passer à l'acte et incarner, redonner du sens, mais du sens véritable, il faut passer du courage à l'audace. Nos dirigeants doivent passer du courage à l'audace. Le courage, c'est essayer de faire au mieux quand un choc exogène, ou endogène d'ailleurs à l'organisation, quand on est confronté à un choc, la crise Covid en est un, mais ça peut être une crise juridique, une crise organisationnelle, une crise technologique, etc. Souvent, les DRH sont les meilleurs pompiers du monde. Ils sont sur le pont avec beaucoup d'énergie et d'abnégation. Je crois que ce qu'on évoque depuis ce matin, toutes les tendances qui sont à l'œuvre, requièrent bien sûr toujours du courage. On a toujours besoin de pompiers. Mais un pompier, en fait, il essaye de faire perdurer une organisation telle qu'elle existait précédemment. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement. Oui, on préserve ce qui est acquis. Préserve. Et pour essayer que ça ait la même tête après qu'avant. Or que l'audace, c'est au contraire se choisir un risque. En fait, que le courage, c'est d'être averse au risque. Il faut qu'on passe de riscophobe à innovatophile. Et l'audace, c'est bien ça. C'est de choisir un risque, d'être appétent pour le risque, de tirer parti et profit du risque. Je crois que c'est véritablement comme ça qu'on arrivera à remettre l'homme au cœur de l'entreprise, l'homme et la femme, mais surtout l'entreprise au cœur de l'homme. On a parlé d'émotion et de plaisir, donc on retrouvait cette affectio societatis qui est propre aux humains. Elisabeth Sabin et Thomas Chardin, nos invités, avec vos questions auxquelles nos experts justement vont répondre maintenant. Ces questions qui s'affichent sur l'écran pour moi. Comment impliquer du collectif dans un management qui se veut plus individualisé ? Qui veut répondre en premier, Elisabeth, Thomas ? Thomas. Non, mais on va retrouver. Il faudrait. Chaque entreprise, encore une fois, est unique. Elle dépend de sa culture, de son orientation, de ses moyens, de sa vision. En fait, je suis toujours pour une démarche de bon sens, mais qui n'est pas facile, qui est de redonner, d'abord de poser un bon diagnostic de l'existant, toujours. Qu'est-ce que ça signifie d'impliquer un collectif ? État des lieux, donc. Un état des lieux, se donner une projection, retrouver le sens, retrouver la désirabilité de la destination commune. Il n'y a plus d'individualisation si tout d'un coup... en fait, ce n'est pas paradoxal d'être dans un management individualisé et dans le développement du collectif. Au contraire. Des talents individuels au service de la réussite collective. Évidemment. Et du coup, pour compléter, ça ne veut pas dire le fait d'avoir un management qui se veut plus individualisé. Pour moi, ça s'entend sur le fait que... il faut vraiment que le manager considère en face qu'il a des personnes et elles sont vraiment toutes différentes. Et du coup, il a une palette à son service pour manager ces individus. Et il ne manage pas tous les collaborateurs de la même façon. Donc, il a une palette. Il sait que sur ce collaborateur, il travaille plutôt cet axe-là. Sur un autre collaborateur, c'est un autre axe. Mais tout ça va dans le sens, de toute manière, d'un collectif que l'on veut souder. Donc, ce collectif qui est un rassemblement d'individus différents, avec tous leurs qualités et leurs faiblesses. Du coup, le manager, il doit avoir conscience que, du coup, il a des individus différents, avec des moteurs différents, mais à la fin, de toute manière, c'est le collectif qui fera le résultat. Voilà. Thomas, réaction par rapport à ce que je peux que souscrire aux propos qui ont été dits. Elisabeth, pendant que je vous tiens, on a beaucoup parlé de la fameuse entreprise libérée, vous le savez. Revenons sur ce que vous appelez autonomie. C'est intéressant, cette espèce de précaré où je me sens libre d'agir et puis fail, et puis ça y est, hop, je rebondis après. Donc l'entreprise libérée, vous savez que c'est un concept qui est apparu depuis quelques années et du coup qui remet vraiment
en avant cette notion d'autonomie. Donc de plus en plus dans les entreprises, c'est des choses qui commencent à s'incarner. Et je reprendrai le propos de Thomas, du courage à l'audace. C'est qu'à un moment, en tant que manager, pour que du coup les collaborateurs aient cette autonomie, il faut avoir un peu d'audace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément répliquer les méthodes, les façons de travailler qu'on a connues depuis des années, avec forcément des reportings figés, etc. Il faut mettre une petite dose d'audace et surtout savoir accepter le droit à l'erreur. L'entreprise libérée, c'est des individus ensemble pour un projet collectif avec chacun son autonomie, et à un moment, on peut se tromper. On accepte le droit à l'erreur. Mais entreprise à libérer avec quand même un cadre. Avec quand même toujours un cadre. Et toujours le cadre, c'est le projet de l'entreprise. Et le manager est toujours le garant de ce cadre. Thomas, autre question, elle valable pour tous les deux d'ailleurs, qui arrive sur l'écran. Est-ce que les entreprises n'auraient pas intérêt à favoriser l'intrapreneuriat c'est ce que fait par exemple la CCI par Île-de-France, pour favoriser des environnements dynamiques et motivants pour attirer et fidéliser dans la durée? Encore une fois, je pense que tout est propre. Enfin, chaque entreprise est un petit peu unique. Bien sûr que favoriser l'entrepreneuriat peut faire preuve de confiance, d'autonomie, de mise en perspective. Maintenant, une entreprise n'est pas non plus, Uber. C'est pas une somme d'auto-entrepreneurs qui n'auraient qu'un seul sens, le leur. Donc, il faut que cet intrapreneuriat ait un sens pour le collectif. Et pour l'entreprise elle-même. Pour le collectif, alors il y a des entreprises qui font ça très très bien. Je pense à Mazars aussi, par exemple, qui fait une dynamique d'entrepreneuriat assez soutenue. Ça doit être quand même borné, mais on le dit, en fait, ça s'insère toujours dans un cadre. Voilà. Mais c'est une bonne démarche, et encore faut-il avoir assez de collaborateurs. Ça ne se prête pas en PME et en ETI, c'est un petit peu plus complexe. Elisabeth, l'intrapreneuriat. Je dirais, moi, ça renvoie au sujet de l'autonomie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun a un périmètre d'expression suffisant, à lui d'inventer, d'être entrepreneur de son périmètre d'activité. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes nous disent « Ah oui, mais moi, j'ai envie de créer mon entreprise ». Du coup, parce que y a une notion de liberté, mais il y a une notion aussi, je serai vraiment responsable et autonome. Mais aujourd'hui, l'intrapreneuriat, il peut se faire dans une grande entreprise, chacun à son poste, si on laisse un périmètre d'autonomie suffisant aux collaborateurs, à lui de construire du coup son entité dans ce sens. Moi, je crois beaucoup à ces notions-là, et je crois beaucoup à ces notions-là dans les grandes entreprises aussi. Mais c'est toujours lié à l'autonomie, mais dans un cadre fixé et déterminé. Il y a un point aussi sur lequel je voudrais revenir, on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'allongement des carrières. Il y a une nouvelle donne, vous savez ce que c'est chez la Mondiale. Comment on gère ça parce que quand on parle d'implication, d'engagement, pas évident, quand on voit qu'avant, à 50 ans, puis après c'était terminé. Je caricature, mais Elisabeth. Même avant. Alors, l'allongement des carrières, je pense qu'en fait, tout est à écrire. Aujourd'hui, on voit bien dans les entreprises, globalement, il y a des progressions, on progresse jusqu'à 40, 45, 50 ans. Déjà, à 50 ans, on est vu un peu comme un senior. Voilà. Donc, il va falloir redonner du sens à la dernière partie de carrière, de 55 à 65 ans, et du coup, avec comment arriver à motiver le collaborateur. C'est peut-être aussi des choses un peu différentes qu'ont commencé certaines entreprises. On voit bien autour du mécénat de compétences, à un moment, j'exerce une mission, je suis toujours dans l'entreprise, mais j'exerce une mission un peu différente. Moi, je crois beaucoup aussi à mettre en avant la transmission. À partir de 55 ans, il y a quand même des enjeux de transmission dans les entreprises. On parlait de tuteurs tout à l'heure, qui peuvent accompagner les nouveaux entrants. Voilà. Mais valorise, comme des fonctions que l'on valorise. C'est ça. Donc je pense que là, les entreprises, il reste encore beaucoup de choses à écrire pour continuer à donner du sens et de l'intérêt sur cette
dernière partie de carrière. Il y a une question qui vient d'arriver. Avoir un management qui facilite l'accès au plaisir, c'est pas une pression supplémentaire pour les managers? Je termine juste sur les managers. On parle beaucoup de pression mentale. Aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a. Les managers dans les entreprises, oui, ça en rajoute sur la... Ils ont toujours beaucoup de pression. Il faut faire mon job, j'ai des objectifs. En plus, il faut que les collaborateurs s'épanouissent. Enfin, je veux dire, ils doivent concentrer beaucoup d'objectifs. Donc, il faut penser aussi au bien-être du manager. Et l'accès, oui, le fait d'avoir des collaborateurs qui se sentent heureux dans leur job. Ça rend le manager heureux aussi. Ça rend le manager heureux. Donc, et voilà, donc en fait, je pense que du coup, il y a aussi tout le feedback que ce manager peut tirer de collaborateurs qui font leur job de façon épanouie et libérée. Et là encore, je reviens au salon HR Technologies, les technologies au service de l'humain et pas l'inverse, et au service du plaisir. Hein. Oui, évidemment, que les technologies ne sont pas la finalité, sinon on va tous disparaître. Et on aura des journalistes sous forme d'IA. Ah ben non, Thomas, il ne faut pas dire ça. Non, le HR Technology est là pour effectivement apporter des solutions pour accompagner les managers, pour accompagner les professionnels RH, mais voilà, pour accompagner aussi les collaborateurs. Et ce sont bien des moyens. Il n'y a pas de bons moyens si on ne sait pas où on va. Donc on rebascule aussi sur le sens, sur l'orientation. L'idée est de retrouver une forme de désirabilité de la destination commune. À partir du moment où on est tous engagés pour aller ensemble avec plaisir et incarnation, les choses sont beaucoup plus facilitées. La technologie aide à cela et à rien d'autre. On a pris beaucoup de plaisir ce matin. J'espère que vous aussi, qui nous avez suivis depuis 10 heures pour la révélation de ce 15e baromètre de l'absentéisme et de l'engagement, signé Aiming et AG2R La Mondiale. Elisabeth, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci pour cette expertise. Vous pouvez évidemment retrouver tous ces résultats. Vous allez pouvoir télécharger en PDF le baromètre sur la page qui va s'afficher juste après le live. Vous allez recevoir aussi une enquête de satisfaction. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission. Et je voudrais remercier Alexandra, avec qui j'ai eu plaisir à travailler, toutes les équipes Aiming et AG2R La Mondiale, vous tous et vous toutes qui nous avez suivis, et puis les équipes du studio Lavoisier, ici à Paris. À très bientôt et bonne rentrée.